Salut les mecs. Alors aujourd'hui, on va parler d'une des franchises les plus fascinantes, les plus importantes, et également les plus méthodiquement sabotées de l'histoire du jeu vidéo. Là, il s'agira de Silent Hill, parce que à la base, Silent Hill, c'était pas juste une série d'horreur, c'était pas juste l'alter ego de Resident Evil, c'était, oui, une anomalie, je pense qu'on peut le dire. C'était un truc né presque par accident, à la fin des années 90. Quand Konami, il fut un temps, a laissé effectivement une petite équipe de développeurs expérimenter dans son coin parce que personne n'attendait rien d'eux. Et de ce constat en mode bon bah on s'en fout un peu, faites ce que vous voulez, est né un cauchemar psychologique, les copains. Un cauchemar qui a marqué des générations entières, dont je fais bien évidemment partie et je suppose que vous aussi. En fait, c'est une série qui ne faisait pas forcément peur avec des jumpscares, avec des cris ou des trucs un peu fascinants. Non. Il s'agissait effectivement d'une franchise qui, représentait un peu le malaise, la culpabilité, le non-dit et un peu le silence. C'était un peu le beau, le bien et le vrai Silent Hill, si je puis me permettre. Et les 4 premiers jeux, ceux que d'aucuns effectivement qualifieraient comme étant les vrais Silent Hill, ont posé des bases incroyables. Bon, ils sont pas tous effectivement logés à la même enseigne, hein, bien évidemment. Si on compare le 2 avec le 4, voilà, bon, c'est pas tout à fait la même béchamel. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que là, il s'agissait effectivement de personnages ordinaires, de monstres qui sont pas forcément là que pour te tuer, mais aussi pour te juger, surtout dans Silent Hill 2, évidemment, et des histoires quand même qui te restaient collées bien au fond du cerveau, bien après avoir éteint la console. Silent Hill 1, c'était la peur de perdre son enfant. Silent Hill 2, évidemment, c'est la culpabilité et le déni. Silent Hill 3, c'est l'identité, c'est l'héritage, et c'est aussi, en sous-main et en sous-texte, les peurs féminines. Et d'ailleurs, je vous aiguillerai effectivement à l'excellente vidéo de Joachim de la chaîne Padawam, qui parlait effectivement bien de ce sous-texte un peu féministe de Silent Hill. Enfin, quand je dis féministe, je parle des peurs des jeunes filles, hein, bien sûr. Bon, bref, pas forcément féministe d'ailleurs. Bon, peu importe. Silent Hill 4, c'est l'isolement, l'intrusion, le malaise domestique. Bon, on avait 4 jeux imparfaits. Bon, sauf le 2 qui est parfait, mais en tout cas, le 1, le 3 et le 4 sont bancals, mais ils sont tous habités par une vision claire, c'est-à-dire l'horreur comme introspection. Et puis, plus rien. La Team Silent est dissoute, Konami regarde ses tableaux Excel, et voilà, ils se disent effectivement que bon, il y a peut-être quelque chose à faire, et ce quelque chose à faire, c'est ce qu'on appelle la grande errance de la saga Silent Hill. C'est la période où Silent Hill, effectivement, est devenu une licence à exploiter, plutôt qu'un langage vidéoludique à respecter. Et viendra ensuite Silent Hill Origins, le préquel qui voulait expliquer ce qui n'avait jamais eu besoin d'explication. Ensuite Homecoming, le moment où l'Amérique a voulu transformer la culpabilité en combo monster kill au couteau. Shattered Memories, le faux remake sur Wii, bancal mais quand même sincère, qui a tenté un peu de psychanalyse interactive avec une Wiimote en bout de bras. Et Downpour, le dernier soupir occidental, plein de bonnes intentions, malheureusement noyé dans de la technique foireuse et dans un cruel manque de direction. Et enfin, on terminera par le point de non-retour, la catastrophe finale, le jeu qui n'a pas juste trahi Silent Hill, mais qui a surtout montré que Konami ne savait même plus ce que leur franchise voulait dire et voulait pas dire, c'est-à-dire Silent Hill F. Un épisode qui se passe pas à Silent Hill, un épisode qui ne parle pas comme Silent Hill, et un épisode qui, contrairement à Silent Hill, confond horreur psychologique et manifeste maladroit, et aussi gameplay d'action sous sédatif à la sauce From Software. Bon bref, vous l'aurez compris, là on est parti pour une vidéo ultra longue où on va parler d'absolument tout, et on parlera effectivement également du remake de Silent Hill 2, qui est en ce qui me concerne pour moi extraordinaire de qualité. Voilà, désolé, effectivement, voilà. Je l'ai dit, je préfère le remake au Silent Hill original, vous pouvez effectivement m'envoyer des tomates pourries, mais voilà, en gros ce sera une autopsie. On va parler effectivement de comment cette série extraordinaire est passée du cauchemar intime à la caricature, comment on est passé du non-dit à la surexplication, de la peur à la performance et de l'horreur à la pause, et surtout comment chaque tentative de modernisation de la franchise a arraché un morceau de ce qui faisait Silent Hill jusqu'à qu'il ne reste plus que le brouillard et le logo. Donc on va tout reprendre dans l'ordre, sans nostalgie aveugle, mais sans mauvaise foi non plus. Bon, peut-être un peu, quand même, on est tout de même sur Yaginalise, la tanière de Yagi les gris. J'ai une ceinture de mec un peu aigri à défendre, donc sans plus attendre, c'est parti. Alors maintenant, on va parler d'un jeu qui n'est pas vraiment un jeu, puisque là, il est question d'une bande-annonce jouable. Donc là, on va parler de Silent Hill Pity. Donc une démo jouable, t'es même pas certain d'ailleurs qu'il s'agit vraiment d'une démo, développée par Kojima Productions, hein, donc forcément voilà, Hideo Kojima était derrière, destinée à promouvoir le projet Silent Hill qui a justement été annulé, voilà, et on peut remercier Konami pour cela. Quoi qu'il en soit, rapidement, le joueur se retrouve piégé dans une maison qui se transforme en un cauchemar sans fin à mesure qu'on en fait le tour. Voilà, avec des boucles temporelles et des événements paranormaux assez terrifiants. Ce jeu a révolutionné son genre alors que c'était même pas un vrai jeu, quoi. C'est pour vous dire à quel point c'est un truc de dingue. Il se joue à la première personne et se concentre sur l'exploration et la résolution de puzzles, avec une forte dépendance, on va le dire et on le déplore, au jumpscare. Mais bon, quoi qu'il en soit, l'atmosphère est assez lourde, donc c'est quand même sympathique et
On va le dire, Pity est souvent considéré comme étant l'une des expériences les plus effrayantes jamais créées, malgré sa très très courte durée. Ce jeu, ou cette bande-annonce jouable, ce playable teaser, a une énorme capacité à créer une tension palpable. Et il y a pas mal de moments dans cette bande-annonce, dans ce jeu, dans cette démo, peu importe comment vous voulez l'appeler, qui sont, on va dire, des moments de terreur pure. Et je trouve que c'est pas mal. Maintenant après, voilà, j'en parle histoire d'en parler. Pour ceux qui connaissent ma chaîne, vous savez que voilà, je suis très attaché aux jeux à scénario. Et donc là, le problème, c'est qu'étant donné qu'il est question d'une démo, bon, le scénario n'est pas forcément très développé, ça c'est une évidence. Voilà. Il y aurait quelques théories à en ressortir de ce teaser vis-à-vis des photos et voilà, des petits détails que les joueurs ont réussi à rassembler avec les années. Mais à part ça, bon voilà. J'en parle histoire d'en parler, c'est sympathique. Et on va s'arrêter là. Maintenant, on va parler et on va passer à un jeu que là, voilà. Non seulement je le respecte énormément, mais en plus j'y ai beaucoup joué, bien évidemment. Là, il s'agira de Silent Hill 2. Alors là, bon, c'est peut-être le plus grand jeu d'horreur psychologique ever, développé par Konami, voilà. Tout à l'heure on crachait sur Konami, bon là maintenant on va falloir leur tirer leur chapeau, quoique, ils ont quand même viré la team Silent, donc finalement on tire pas le chapeau reste sur la tête, bref, peu importe. Donc c'est un jeu à la troisième personne où on incarne James Sunderland qui se rend à Silent Hill après avoir reçu une lettre de sa femme décédée il y a 3 ans, Marie, et qui lui demande effectivement de venir la rejoindre. Bien évidemment, James ne comprend pas, ça fait 3 ans, apparemment 3 ans en tout cas. Attention, je frise un peu le spoil, mais je vais m'arrêter avant. Que sa femme est morte, donc il se dit what WTF, qu'est-ce qui se passe? Donc il se rend à Silent Hill, puisque c'est là où il avait, il me semble, passé sa lune de miel avec sa femme. En tout cas, il y était allé pour les vacances avec sa femme Marie, donc il se dit bon bah je vais retourner, puis on va voir de quoi il en retourne. Bon, donc ce jeu se concentre sur l'exploration, sur la résolution de puzzles, sur des combats assez mal branlés, on va le dire. On va dire que le gameplay, ça n'a jamais été le point fort des Silent Hill. Bref, en tout cas, des combats contre des créatures absolument grotesques, qui sont effectivement très très inspirés de l'œuvre de Francis Bacon, voilà, et également assez inspirés du film, de l'excellent film, même si je puis me permettre, de l'échelle de Jacob. Donc voilà, ce sont des monstres absolument atroces, des horreurs eldritch, voilà. C'est absolument terrible. Voilà. Et maintenant, on va poser quand même la question qui tue. Pourquoi Silent Hill 2 est souvent considéré comme étant le summum de l'horreur psychologique? Pourquoi? Bon, déjà parce qu'il y a une histoire profonde, des personnages complexes et une atmosphère inégalée. Voilà. Ça, c'est la réponse la plus courte. Maintenant, si on doit développer un peu le délire de Silent Hill 2, c'est tout simplement parce que James Sunderland est l'un des personnages les mieux écrits de l'histoire du jeu vidéo. Voilà, tout simplement. Puisque, et c'est ça qui fait la force de Silent Hill, tous les monstres de Silent Hill sont personnels aux gens qui arpentent la ville. C'est-à-dire que, à partir du moment où vous avez quelque chose à vous reprocher, lorsque vous rentrez dans la ville de Silent Hill, tous les monstres qui s'y trouvent vont se métamorphoser afin de vous renvoyer une image de votre psyché. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut savoir, par exemple, que Marie, un peu avant de mourir, était donc effectivement affligée d'une terrible maladie, et donc elle était forcément terrifiée à l'idée de mourir, et elle maltraitait un peu ce pauvre James, qui allait souvent la voir à l'hôpital, mais bon, malheureusement, elle était pas bien, donc elle se comportait assez mal, mais j'ai envie de dire, on peut la comprendre. Cela étant dit, étant donné que James souffrait beaucoup de cette maltraitance, entre guillemets, du fait qu'il ne pouvait plus toucher sa femme, bien sûr, vu que c'était un couple, ils n'avaient plus de relations sexuelles, voilà. Donc la plupart des personnages sont censés représenter cette frustration de James. Voilà, c'est-à-dire que, voilà, Pyramid Head est censé quand même représenter ses remords et son regret. Je ne vous dis pas pourquoi, je ne vous spoile pas. Les infirmières sont censées représenter sa frustration sexuelle vis-à-vis du fait qu'il ne pouvait plus toucher sa femme, justement. Bref, voilà quoi. Tous les monstres sont censés renvoyer quelque chose vis-à-vis de James. Tous les personnages sont bien écrits. Même le jeu est incroyable au niveau du gameplay. C'est-à-dire que même si... Bon, il est vrai, j'ai dit que au niveau des combats, le gameplay de Silent Hill, ça n'a jamais été la panacée. Cela étant dit, le gameplay, c'est pas juste les combats. Je veux dire, rien que le fait que le jeu change de fin selon la manière dont vous jouez, c'est quand même un truc de dingue. C'est-à-dire que si vous défoncez tous les monstres, vous aurez une fin spécifique. Si vous traînez beaucoup avec Maria, alors Maria qui est-ce? C'est un personnage qui est une copie conforme donc de la femme de James, Marie, sauf qu'elle, elle est beaucoup plus dévergondée. C'est un peu, comment dire, une version magnifiée de la femme de James, voilà. Si vous restez beaucoup avec elle, vous aurez une fin bien spécifique. Bref, voilà. Le jeu est trop bien fait, c'est un chef-d'œuvre. J'ai fait une longue vidéo là-dessus, d'ailleurs, une longue vidéo sur le jeu, en analysant absolument tout. Donc voilà, je vous conseille ce jeu très chaudement. Voilà, tout simplement, et on va s'arrêter là. Avant les événements de Silent Hill 2, James Sunderland était employé dans une épicerie, donc rien de bien palpitant. Voilà. Il était marié à une jeune femme ravissante
nommée Marie, qu'il avait rencontrée lors d'une fête organisée par un ami commun. Les deux sont rapidement tombés follement amoureux l'un de l'autre, et leur relation a commencé par une passion flamboyante pour devenir au fil du temps paisible et stable. Le grand classique, j'ai envie de dire. Mais 3 ans avant le début du jeu, Marie est diagnostiquée comme étant atteinte d'une maladie inconnue en phase terminale, et son état finit par rapidement se détériorer, tant physiquement que mentalement, avec de violentes sautes d'humeur à mesure que la jeune femme sentait la mort se rapprocher. Et c'est effectivement assez tragique. Cette maladie a privé James de toute sa joie de vivre. Lui qui ne faisait rien d'autre que de s'occuper méticuleusement de son épouse mourante en mettant de côté tout le reste, James, commence de plus en plus à voyer du noir. Il passe la plus grande partie de son temps à consulter des ouvrages médicaux pour tenter de trouver une réponse par lui-même. En vain. Le temps passe et James rend de moins en moins visite à son épouse Marie, principalement à cause de son instabilité émotionnelle. À ce stade, James se sent seul et généralement triste, frustré affectivement et sexuellement aussi, mais on en parlera plus tard. Nous verrons d'ailleurs cette frustration exprimée plus tard par le personnage de Maria, ainsi que par plusieurs autres monstres, notamment les infirmières. On nous informe donc que Marie finit par mourir, alors que l'on voit James débarquer à Silent Hill durant l'intro du jeu, 3 ans apparemment après la mort de la dite épouse. La raison en est assez étrange. James vient de recevoir une lettre de Marie, qui est pourtant censée être morte depuis 3 ans, donc voilà, on ne sait pas, lui demandant de venir dans la ville de Silent Hill, où ils avaient autrefois passé des vacances, afin de la retrouver. C'est à partir de là que le jeu commence réellement, alors que nous arpentons la ville brumeuse de Silent Hill à la recherche de Marie, nous frayant un chemin à travers les créatures cauchemardesques créées par la ville, à partir de l'âme tordue de James. Alors, la ville de Silent Hill, parlons-en. Comme je l'ai précédemment dit, il y a beaucoup d'aspects du jeu en lui-même qui sont censés refléter la psyché. La psychologie de James a bien des égards. Les cadavres démembrés qui jonchent le sol de la ville de Silent Hill sont tous modelés d'après James. Les ennemis sexuellement suggestifs, comme les fameuses infirmières, sont des symboles de sa propre sexualité refoulée du temps où sa femme était malade, et évidemment, il pouvait pas trop se faire de câlins, sans vouloir aller trop loin, enfin vous m'avez compris. Évidemment, et surtout, il y a Pyramid Head, ou Red Pyramid Thing, peu importe, véritable porte-étendard de la franchise, qui représente la culpabilité, le désir d'être puni de James, et qui le tourmentera durant une majeure partie du jeu. Évidemment, peut-être que vous allez me dire, non mais, d'être puni de quoi? Il n'a pas de culpabilité en principe, James. On en reparlera plus tard. En tout cas, l'environnement de Silent Hill laisse également de subtils indices quant à la véritable raison pour laquelle James s'en veut tellement. Et d'ailleurs, voilà, je tourne autour du pot, mais finalement, il faudra bien que j'en parle. En tout cas, l'un des meilleurs exemples de cela est le cadavre mutilé que l'on trouve au tout début du jeu, vautré dans un fauteuil ensanglanté avec une télévision en face de lui. Évidemment, je parle du cadavre qui préfigure directement le plus gros rebondissement du jeu, à savoir, James a en fait tué sa femme Marie pour mettre fin à ses souffrances, à elle et à lui également. James n'en pouvait plus de voir sa femme dans cet état, constamment en colère et sur son dos, terrifié par sa propre mortalité. Cette histoire de lettre envoyée par Marie n'est en fait qu'un ingénieux stratagème produit par le subconscient de James pour éviter d'avoir à affronter le fait qu'il ait tué sa propre épouse. Ce sombre plot twist ne fait qu'amplifier la tragédie du personnage de James, au point que psychologiquement, il peut être classé comme étant non seulement émotionnellement perturbé, mais également souffrant de stress post-traumatique, PTSD, pour les intimes. La culpabilité de la mort de sa femme associée à sa participation au suicide assisté de celle-ci, bon voilà, je suis gentil en parlant suicide assisté vu qu'il l'a étouffé avec un coussin, a fortement perturbé James, vous vous en doutez bien. La plupart des événements de Silent Hill 2 impliquent James dans sa lutte contre son traumatisme et l'acceptation ou le rejet de ce qu'il a fait. Et le tout largement saupoudré d'éléments horrifiques du plus bel effet, à travers la ville grotesque et Cthulhuesque, si je puis dire, de Silent Hill. Tout des monstres au symbolisme général de l'environnement représentent la psychologie fracturée de James, aux prises avec son désir non seulement de lâcher prise, mais aussi de ne pas se souvenir de ce qu'il a fait. Et cela peut mener à différentes fins qui peuvent rendre le destin de James encore plus tragique, mais on parlera des fins du jeu un peu plus tard. Pour en revenir à la révélation de la culpabilité de James, elle a également été suggérée tout au long du jeu par le biais de personnages coincés à Silent Hill en même temps que James. Évidemment, Daddy ou Angela qui ont également été attirés à Silent Hill parce que, à l'instar de James, ils ont du sang sur les mains. Angela a tué son propre père parce qu'il avait abusé d'elle sexuellement et Eddie a tué un chien, pauvre chien, qui n'a rien demandé, puis tiré ensuite sur son patron, après qu'il ait finalement craqué après avoir été sans cesse ridiculisé pour son apparence. Évidemment là, vous verrez une image d'Eddie, et voilà,
On va dire qu'il a bien mangé à la cantine. Il y a également pas mal de symbolisme, en tout cas omniprésent, qui montrent que ces 3 personnages doivent expier leurs actes et faire face à la vérité. Alors que James traverse un cimetière avant qu'il ne combatte Eddie, on voit 3 tombes ouvertes sur lesquelles sont inscrits les noms des 3 personnages. Dans la prison, on voit également 3 tablettes qui traitent des péchés commis par les personnages pour résoudre une énigme. Silent Hill est un véritable purgatoire, et là évidemment je parle de la ville. Et c'est la capacité de chacun de ces personnages d'accepter leurs responsabilités ou non, qui sera la clé de leur survie ou non, évidemment. Alors qu'Eddie et Angela peuvent être analysés séparément, ce qui est important ici, c'est James évidemment, et c'est surtout que la véritable douleur que ressent James ne provient pas seulement d'une quelconque répression sexuelle, du fait qu'il n'a pas pu toucher sa femme pendant des années, ou des sentiments de haine qu'il aurait à l'encontre de sa femme, mais avant tout le chagrin et le dégoût qu'il ressent vers lui-même pour avoir assassiné la femme de sa vie, Marie. Tout dans Silent Hill 2 nous le montre. Le jeu offre un regard extrêmement pertinent sur le chagrin, sur la colère, sur le meurtre en tant que thème, ainsi que sur l'instinct de mort et de sexe, qu'on peut voir dans la scène infameuse où James voit Pyramid Head en train d'agresser des monstres mannequins. La scène de la cassette vidéo, pour prendre un autre exemple, se déroule avec une beauté obsédante. James est assis dans un fauteuil et regarde à nouveau l'acte horrible dont il est coupable, c'est-à-dire le meurtre de sa femme, à travers bien sûr la cassette. C'est le moment de la grande révélation pour le joueur comme pour James, qui avait enfoui ce sombre souvenir tout au fond de sa psyché. Le son est coupé et l'image est granuleuse, mais tout le monde comprend. James devient comme sans vie pendant un moment, allant jusqu'à effrayer la jeune fille Laura, qu'il a rencontrée tantôt, et qu'il a vainement essayé de protéger des maux de Silent Hill. Vainement, évidemment, parce que Laura, étant une petite fille innocente et sans culpabilité, eh bien voilà, elle n'a rien à craindre de Silent Hill. Les seules personnes qui ont à craindre de Silent Hill et des monstres qu'elle produit, eh bien ce sont les meurtriers, ou en tout cas les gens qui y ressentent de la culpabilité, c'est-à-dire pas Laura. Bon, c'est à partir de ce point que l'histoire de James peut prendre plusieurs directions dans le récit. Affronte-t-il sa culpabilité de front? Se suicide-t-il? Se réconcilie-t-il avec lui-même? Ou alors, est-ce qu'il continue à se mentir à lui-même? Ce qui fait que le joueur ressent le désespoir avec autant d'intensité que James provient de la façon dont il est dépeint. Il s'effondre constamment, le James, et rumine les événements qui se produisent autour de lui. Il est plus apparenté à un lâche qu'un combattant, choisissant la plupart du temps de fuir ses sentiments au lieu de les affronter. Cela peut devenir un peu mélodramatique, mais bon, cela s'accorde parfaitement avec le rythme et l'intrigue du jeu, et surtout, on a rarement vu un jeu où le gameplay est aussi cohérent avec le scénario et le message du jeu. Et d'ailleurs, j'en parlerai quand je parlerai des fins, et de la manière dont on obtient les fins. Et ça, c'est effectivement un sacré coup de génie de la Team Silent. Ça, c'est certain. En tout cas, James ressent également une certaine forme de colère envers sa défunte épouse pour le mépris avec lequel elle l'a traité alors que son état se détériorait à cause de sa maladie. Il admet, dans certaines cutscenes, qu'il s'est parfois mis à la détester pour cela. Bien que cela puisse être une façade pour endormir ses sentiments de culpabilité pour son meurtre, eh bien ce n'est jamais vraiment confirmé. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que James est un être imparfait. Et cela le rend éminemment humain et très attachant en ce qui me concerne. Son séjour dans la ville de Silent Hill a pour but de trouver une forme de rédemption, que ce soit en y mourant ou en affrontant ses propres peurs et remords qui le tourmentent depuis qu'il a tué Marie. En fin de compte, James se bat contre lui-même et ses propres pulsions, représentées par le Pyramid Head. Mais Pyramid Head n'est pas la seule représentation de la culpabilité de James, non, et ça va nous permettre, enfin j'ai envie de dire, de parler d'un des personnages les plus importants du jeu, j'ai nommé Maria. Alors, qui est Maria? Maria est une jeune et jolie femme que l'on rencontre juste après avoir pénétré Silent Hill, et qui ressemble à s'y méprendre à Marie. Bon, elle ressemble aussi à s'y méprendre à Cameron Diaz, mais on va dire qu'on va fermer les yeux là-dessus. Bon, c'est une version plus suggestive et séduisante de la femme de James, qui, à chaque fois qu'on la voit, tente de suggérer à James d'oublier Marie. Maria est la manifestation créée par Silent Hill de ce que James voulait de sa défunte épouse, quelqu'un de plus énergique, fort, plus affirmée qu'elle ne l'a jamais été. Elle correspond au stéréotype de la jumelle maléfique qui tente James pour fracturer davantage sa psyché. Maria est extrêmement imprévisible et sert à bien des égards d'antagoniste à James, constituant même un combat de boss final dans certaines fins. Plusieurs fois dans le jeu, c'est elle qui empêche James de trouver Marie, ce qui implique quelle est la version de Marie que James veut, mais pas nécessairement celle dont il a besoin. Elle dira même à plusieurs reprises, Maria, qu'elle n'est pas Marie, qu'elle n'est pas la défunte épouse de James, mais laisse ouvertement entendre qu'elle pourrait l'être pour James, d'une manière plus séduisante. James est constamment aux prises avec des sentiments de rejet et d'acceptation avec elle, apparemment attiré par elle, mais aussi repoussé par ses avances en raison de ce qu'elle représente. La façon dont le joueur traite Maria, donc en tant que joueur évidemment, tout au long du jeu, influe également la fin que vous obtiendrez. Si vous la protégez et prenez soin d'elle lorsqu'elle est malade, eh bien, à la toute fin du jeu, vous s'échapperez Silent Hill avec Maria, en tuant Marie dans la foulée. Encore. Mais
Si vous vous fichez d'elle in-game, eh bien elle sera le boss de fin que James tuera, ce qui symbolisera le fait qu'il accepte finalement d'endosser sa culpabilité et de passer à autre chose. Bon. Bien que le jeu ne soit pas vraiment clair quant à la véritable identité de Maria, la nature de son personnage conduit aux décisions importantes que James doit prendre. Le moment le plus emblématique de cela se situe à la fin du jeu, lorsque Maria est capturée et massacrée, pour la 3e fois d'affilée, par 2 têtes de pyramide. James finit par craquer et s'exclame qu'il n'a plus besoin de ces monstruosités et entreprend de combattre les 2 têtes de pyramide géantes à la fois. Comme nous l'avons déjà dit, les Pyramid Head représentent les sentiments de punition et de culpabilité que James a éprouvés en tuant sa femme, et physiquement, ils sont là pour le lui rappeler, en tuant Maria constamment, la manifestation ultime de son PTSD, invincible, inarrêtable et indestructible. J'ai envie de dire c'est pour ça que Pyramid Head est un personnage de jeu vidéo qui est extrêmement populaire, connu et infameux. Bon. Ce n'est que lorsque James affronte enfin ses peurs au lieu de les fuir que les Pyramid Head se suicident, devenant ainsi une représentation de la propre expiation de James. À partir de là, il a le choix probable soit de rejeter Maria pour la dernière fois, ou ironiquement de rejeter Marie. Alors concernant les fins, j'ai un peu teasé qu'on allait en parler, c'est le moment. Alors, en raison de la nature non canonique de Silent Hill 2, 6 fins sont possibles. Et oui, on se croirait dans Drakengard. 2 de ces fins ont des blagues, qui n'ont aucune incidence sur l'intrigue générale, où James fait la rencontre d'aliens en mode WTF, on sait pas, typiquement japonais, tandis que les 4 autres peuvent prendre des directions différentes en fonction des actions du joueur. L'une d'entre elles déjà mentionnée est celle où James part avec Maria, alors que celle-ci développe une toux inquiétante, suggérant qu'elle finira par développer la même maladie incurable que Marie, et James devra repasser par la même terrible expérience, car il n'a pas été capable d'affronter ses fautes. Les 3 autres fins, donc celles qui restent, impliquent James et Marie, et chacune d'entre elles est tragique à sa manière. Le PTSD de James, ses pannes émotionnelles et la reconstruction de sa propre psyché sont un voyage difficile, autant pour lui que pour le joueur, mais les choix de fin peuvent conduire James à se suicider pour rejoindre Marie dans la mort, ce qui est, paraît-il, la fin préférée des développeurs, faut savoir, ou alors à tenter une sorte de rituel au milieu du lac Toluca pour faire revivre Marie, car il est simplement incapable d'accepter sa mort, ou à être capable de se réconcilier avec ses sentiments amers et sa culpabilité, et enfin à quitter Silent Hill avec la jeune Dora à ses côtés pour commencer une nouvelle vie. C'est plus ou moins la seule fin positive de Silent Hill 2, c'est un peu la good ending. Bon. Il a été déclaré qu'aucune de ces fins n'est officiellement canonique. En vérité, il s'agit d'une décision intelligente qui laisse au joueur le soin d'interpréter le sort final de James. Cela dit, il est communément accepté que la fin In Waters, la fin dans laquelle James se donne la mort, est la fin canon. D'autant que, lorsque l'on retrouve le père de James, Frank Sunderland, dans Silent Hill 4, il nous révélera que son fils n'est jamais revenu de Silent Hill, sans même parler de l'adaptation au roman du jeu, donc la novélisation, qui choisit In Waters comme conclusion. On aura vu une fin plus sympatoche, évidemment, mais je la trouve excellente, ces fins, ça c'est certain. Bon, si mon opinion personnelle sur la question est que certaines fins sont meilleures que d'autres, évidemment, pour le développement du personnage de James, chaque fin apporte une vision intéressante sur les mécanismes d'adaptation que nous utilisons, en tant qu'humains, pour survivre à un traumatisme émotionnel. Le suicide, évidemment que l'on retrouve dans la fin In Waters, j'en ai déjà parlé pas mal de fois, montre un désespoir et un chagrin qui ne peuvent pas être vaincus. Cela ne signifie pas qu'il s'agisse de la bonne ligne de conduite à avoir, évidemment, ou à suivre pour quiconque, mais c'est une décision qui, aussi irrationnelle soit-elle, peut être prise chez les gens s'ils sont poussés à la limite, en tout cas s'ils le considèrent. En effet, la véritable raison pour laquelle James est venu à Toluca Lake était de mettre fin à sa propre vie à la base, mais l'influence de la ville est intervenue. Et lui a fait croire son histoire de Marie qui lui envoie une lettre, enfin bon, bref. Il finit par le faire dans la fin In Waters, comme je l'ai déjà dit, et malgré cela, de nombreux indices tout au long du jeu soulignent le manque de considération de James pour son propre bien-être, notamment, et c'est une liste non exhaustive, laisser sa porte déverrouillée avec la porte ouverte, ignorer les avertissements indiquant que Silent Hill est dangereuse, continuer à s'aventurer dans la ville après avoir découvert qu'il y a des monstres partout, bon, ça c'est pas mal, mettre sa main dans un trou du mur après que quelque chose l'ait piqué, demander à Eddie, alors qu'il est complètement mentalement instable et armé jusqu'aux dents, mais s'il est devenu fou, et sauter dans plusieurs trous apparemment sans fond. Bon, voilà, quand on voit ça, on se dit ouais, bon, James, voilà, c'est pas le mec le plus stable. À l'extrême inverse, l'acceptation que l'on retrouve dans la fin Live, donc la bonne fin, la fin où James, surmonte ses peurs, sa colère et sa culpabilité pour vivre une vie meilleure, accompagné de Laura, représente la lumière au bout du tunnel. Et enfin, la fin avec Maria, dont j'ai déjà également parlé, nous montre ce qui nous attend si l'on refuse de faire notre deuil.
Cette fin sous-entend que James continuera de se punir en traversant la même terrible épreuve de voir la femme qu'il aime mourir à petit feu, incapable d'accepter le fait que Marie est morte et ne reviendra jamais. Maintenant, si on devait parler du personnage de James de façon plus pragmatique, en laissant tomber tout le charabia symbolique, force est de constater qu'il est parfois considéré comme un mec bizarre par les fans de la franchise Silent Hill. Il a quand même ces moments un peu bizarres, le James, j'en ai déjà parlé, mais bon voilà, l'exemple le plus célèbre étant la scène dégueulasse, voilà, on va pas passer par 4 chemins, où il plonge son bras jusqu'au coude dans des cuvettes de toilette ignobles pour aller y chercher une clé. Et ce sans la moindre hésitation. Il plonge sa main dans une espèce de trou à merde, enfin je veux dire voilà. Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qu'il a fumé? On ne sait pas, personne ne sait. Bon. C'est une scène dont on se moquera même dans Silent Hill 3, où l'on verra une Heather, protagoniste du Silent Hill 3, qui s'adressera carrément au joueur pour lui faire savoir qu'il est hors de question qu'elle mette sa main où que ce soit. Et j'ai envie de dire, oui, oui, évidemment. Évidemment que oui. James est complètement starbé. On ne sait pas quel est son projet, mais voilà, bon. Dire que James prend parfois des décisions discutables et ignore ou défie carrément le bon sens serait un euphémisme grossier. Un autre exemple serait probablement la rencontre finale de James avec Eddie, dans la chambre froide. Eddie, maintenant armé et complètement dingue, déclare son intention de tuer quiconque se moque de lui. Bon, j'ai envie de dire, pourquoi pas, ça se défend. Bon, c'est à ce moment-là où James traite Eddie de dingue. Voilà, James qui est effectivement l'incarnation du bon sens, comme chacun sait. Alors, à la décharge de James, bon, on va essayer de sauver un peu son âme. Il réalise que c'était immédiatement une mauvaise idée d'insulter un mec armé d'un Desert Eagle. Bon, j'ai envie de dire oui, oui évidemment, et tente de revenir sur ses paroles. Mais Eddie l'interprète naturellement comme une insulte et tente de le descendre, obligeant James à le tuer en état de légitime défense. C'est clair qu'il n'est pas très net, ce James, comme un certain Baptiste, si je puis me permettre. D'autres joueurs, encore, diront de James qu'il est le véritable méchant, le grand méchant du jeu. Et là encore, ça se défend. Le mec a quand même tué sa femme de sang-froid. Au premier abord, James nous semble être un anti-héros classique. C'est un homme gentil mais aussi nerveux, peu sûr de lui et émotionnellement tourmenté. Mais au cours du jeu, on se rend compte que James est plutôt un anti-vilain en fait. Bon, il a tué sa femme, en partie pour la soulager de ses souffrances, mais aussi en partie, on va pas se mentir, parce qu'il était fatigué du fardeau que la maladie de sa femme faisait peser sur sa propre vie, donc à James. Et il passe tout le jeu à traverser le purgatoire de Silent Hill pour accepter ce qu'il a fait. En plus de cela, il n'en a pas l'air, mais James est un sacré pervers, mine de rien. Un grand nombre de monstres que Silent Hill a créés à partir de son esprit ont pour thème le stupre et la luxure. La ville utilise ce côté de James contre lui en le combinant avec sa culpabilité. Le jeu traite également du thème de la violence conjugale, mais il le fait de façon assez originale. La fin du jeu révèle que James est à la fois une victime et un agresseur, en tout cas dans son couple avec Marie. Marie l'agressait verbalement de façon constante à mesure qu'elle sentait la mort se rapprocher, ce qui poussa James à finalement la tuer. La fin Maria dépeint James comme étant plus systématiquement abusif. Il admet avoir tué Marie pour des raisons principalement égoïstes et menace subtilement Maria lorsqu'elle se met à tousser, ce qui implique que le cycle se répétera et qu'il tuera Maria par la suite. James n'est vraiment pas net. En tout cas, dans la fin Maria. Mais tout cela dépend quand même de vos actions en tant que joueur tout au long du jeu. Dans la plupart des fins, à part celle de Maria, le désir de James de mettre enfin un point final aux souffrances de Marie semble être authentique. Mais encore une fois, dans la fin Maria, cela semble plus être une excuse que James utilise pour cacher le fait que son motif principal était la frustration. Bon. Il est fortement sous-entendu que James lui-même ne sait pas s'il a eu raison ou non de prendre la vie de sa femme, ou même s'il l'a fait par amour altruiste, pour mettre fin à sa misère, ou par pur égoïsme. C'est ce questionnement intérieur qui l'a rendu particulièrement sensible à l'influence de Silent Hill. Et toujours pour essayer de montrer les bons côtés de James, il faut quand même avouer que bien qu'il ne soit pas comparable à Harry Mason, donc le protagoniste du premier Silent Hill, en termes de paternité, James exprime fréquemment son inquiétude pour Laura. Elle adopte même dans une fin, Liv, réalisant ainsi le rêve de Marie de l'adopter. Cette situation est toutefois inversée, car Laura n'était pas vraiment en danger à cause de Silent Hill, on en a déjà parlé. Bon, au final, James est un exemple déchirant de ce qu'on appelle un méchant tragique, puisqu'il commence sa quête en comprenant parfaitement à quel point elle est absurde donc sa quête, mais en gardant un petit espoir de réussir. Par amour pour sa femme décédée et par mépris flagrant pour sa propre vie et son bien-être, James est prêt à voyager jusqu'aux profondeurs de l'enfer qu'est Silent Hill, simplement parce qu'une lettre de Marie lui dit qu'elle l'y attendrait. Non seulement Marie est toujours morte, mais James l'a tuée par pitié, mais aussi par ressentiment. Toute sa quête est née d'une illusion, et il est sous-entendu que James était à Silent Hill pour une autre raison, avant que la ville ne l'affecte, comme je l'ai dit, à savoir qu'il avait l'intention de se suicider.
Bon, si on doit conclure sur James, c'est finalement un être humain aux prises avec ses émotions. La ville de Silent Hill a créé un monde tordu à son image, afin de lui permettre de faire face à son traumatisme, d'accepter sa douleur ou d'essayer de s'y échapper. C'est son choix en tout cas. James est à la fois sympathique, cruel, tragique et plein de remords. En bref, il est chaque être humain qui a jamais éprouvé un sentiment de perte à la suite d'une terrible tragédie et qui a dû faire face à des émotions extrêmement dures, à ses démons intérieurs qui lui ont tordu l'esprit et déformé l'âme. C'est à travers cela que se manifeste la véritable horreur de Silent Hill 2. Cela peut arriver à n'importe lequel d'entre nous. Ces sentiments de désespoir, de perte, de chagrin ou même de frustration sont autant d'émotions que nous contrôlons à tout moment, mais dont nous perdons le contrôle lorsque la vie prend un virage auquel on ne s'attendait pas. Les syndromes du PTSD chez James transforment ses actions en un spectacle d'horreur auquel il ne peut pas échapper en raison du traumatisme qu'il a causé lui-même et qu'il s'est causé lui-même. Son combat est le nôtre, amplifié par cette horreur qui devient inéluctable à mesure que la vie avance. Et oui, attention, ça rigole plus. Bon. On en a fini avec l'analyse exclusive de James Sunderland et de Silent Hill 2, mais avant que l'on se quitte, je tiens quand même à vous partager mon avis sur la franchise Silent Hill dans sa globalité. Déjà, pour comprendre mon opinion, il faut savoir qu'il n'y a seulement que les 4 premiers Silent Hill qui ont été développés par la team Silent, puis il faut savoir que après, ce studio a lâché la licence, qui fut filée à différents développeurs pour créer une multitude de suites, de remakes et de préquels, comme Downpour, Homecoming ou Origins. Et comme vous pouvez le deviner, tous ces jeux sont globalement méprisés par les fans comme étant des trahisons de l'esprit Silent Hill, et seulement les 4 premiers sont considérés comme étant de véritables Silent Hill à part entière. Certains fans même n'acceptent que les 3 premiers car le 4e Silent Hill a été développé par l'équipe B de la team Silent, qui est donc bien différent de la trilogie de base. Aussi, cela en étonnera plus d'un, mais je suis en total désaccord avec cette vision des puristes, et j'irai même jusqu'à dire que, dans certains aspects, Silent Hill, Downpour et Origins sont supérieurs à Silent Hill 4, 3 et même 1, et ce pour une raison simple mais controversée, et elle se résume en 2 mots, Silent Hill, tout simplement Silent Hill, la ville évidemment. Parce que au fond, à quoi sert la ville de Silent Hill ? Je veux dire, d'un point de vue narratif, à quoi sert Silent Hill ? Cette ville démoniaque qui crée des monstres qui représentent les peurs et les angoisses des personnages qui la traversent. Eh bien, Silent Hill, en tant que ville, est un outil, c'est tout. C'est un outil qui permet de développer des personnages, de leur faire apprendre une leçon, de leur faire vaincre leurs peurs et leurs remords, ou bien de carrément les voir se faire consumer par elles. Certains personnages apprennent des épreuves de Silent Hill et en ressortent grandis, tandis que d'autres se voient punis et tués pour leur incapacité à affronter et à surmonter leurs imperfections. Silent Hill est donc, en tant que ville, tout simplement un moyen d'explorer les défauts et les failles des personnages, une manifestation de leur peur, servant à les faire évoluer. Voilà l'intérêt du concept de Silent Hill, tout simplement. Donc, respecte ça et tu seras un bon jeu Silent Hill. Ne respecte pas ça, forcément, tu ne seras pas un bon jeu Silent Hill. J'ai envie de dire, voilà, ça va pas plus loin que ça. Et à mes yeux, un jeu Silent Hill peut être développé par la team Silent, Rareware ou même UV Ball, j'en ai rien à foutre. Si ce critère est respecté, eh bien, je serai satisfait. Ce que je dis, hélas, ne concerne en fait que Silent Hill 2, au final, dans la quadrilogie originelle, parce que Silent Hill 2 est quasiment le seul des 4 premiers Silent Hill qui se sert véritablement de la ville pour faire confronter le protagoniste a ses peurs. Le premier et le 3e Silent Hill se concentrent plus sur une intrigue un peu foirax, sur une secte. Quoi qu'il y ait des messages cachés sur l'avortement dans Silent Hill 3, mais on essaiera d'en parler un peu plus tard. D'autant que Silent Hill 4 a un protagoniste totalement dénué de personnalité, donc voilà, ça la fout un peu mal. Petite parenthèse, c'est d'ailleurs pour cela que je n'aime pas les films Silent Hill, parce que les films perdent trop de temps à essayer de t'expliquer Silent Hill en tant que ville, plutôt qu'à l'utiliser. Silent Hill est comme ça parce que nanani, les monstres sont créés parce que nanana, on s'en fout, on s'en bat les couilles. Utilise Silent Hill au lieu de nous l'expliquer. Mets des personnages tarés dans ton putain de film, fais-les interagir avec leurs monstres, qui sont, je le rappelle, la personnification de leurs peurs et de leurs phobies. L'intérêt de Silent Hill en tant que ville n'est pas d'être expliqué, mais d'être utilisé pour travailler les personnages, et c'est tout. Je veux dire, j'ai eu du mal à ne pas hurler comme un veau dans la salle de cinéma quand j'ai vu débarquer Pyramid Head, quand à l'époque j'avais vu le premier Silent Hill, la première adaptation cinématographique de Silent Hill. Enfin, c'est quand même un truc de fou. Pyramid Head qui débarque dans Silent Hill, alors que James n'est pas dans les parages, ça n'a pas de sens. Ça n'a absolument pas de sens. Et c'est vraiment au moment où j'ai vu la grosse tête de pyramide que j'ai compris que le réalisateur de ce film n'avait rien compris au jeu.
Même si effectivement il est visible que c'est quand même un passionné des jeux. Mais il est passionné sans vraiment comprendre le jeu, parce que Pyramid Head est le monstre personnel de James Sunderland. Il est censé représenter sa frustration sexuelle et sa culpabilité d'avoir tué une certaine personne qui lui est très chère, c'est-à-dire Mary Sunderland, son épouse. Pyramid Head est l'alter ego de James, donc tu ne peux pas le balancer n'importe où, et surtout pas dans une adaptation du premier Silent Hill où James n'est pas présent. Ok, tu veux utiliser Pyramid Head parce que c'est le monstre le plus iconique de la franchise? D'accord. Bah, il y a une solution très simple pour cela. Fais une adaptation de Silent Hill 2, ou au pire, fais en sorte d'intégrer le personnage de James Sunderland dans ton intrigue. C'est le strict minimum. Et ce que je dis sur le film est également vrai pour Homecoming, où on voit non seulement Pyramid Head, mais également les inférieurs de Silent Hill 2, qui sont censés représenter, je le répète, la frustration de James, qui a le seum de pas pouvoir ken avec sa femme parce qu'elle passe tout son temps à l'hôpital. Voilà. Et Alex Shepard, le protagoniste, n'a évidemment aucune frustration sexuelle, quelle qu'elle soit. Son arc narratif tournant autour de son enfance difficile avec sa famille, bon bref, pas un truc extrêmement bien écrit. Donc ça n'a aucun sens, c'est du simple fanservice et ça part directement à la poubelle. Mais voilà, et on en revient à Origins et à Downpour. Ces deux jeux-là, qui se font constamment pisser dessus par les fans de Silent Hill, ont compris l'intérêt de Silent Hill en tant qu'outil narratif pour développer leur personnage et ils l'utilisent plein pot, surtout Downpour. Voilà. Et si je devais être tout à fait honnête, ces deux jeux-là l'ont mieux compris que Silent Hill 1 ou 3, qui se perd dans une intrigue pas très intéressante de sectes bizarres, et du 4 qui a pour protagoniste une plante verte sans personnalité. Silent Hill 2 par contre est évidemment absolument parfait, et ça je pense que vous l'avez compris si vous êtes arrivé aussi loin dans la vidéo. Là, on va parler du jeu qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Voilà, là, il s'agira de Silent Hill 2 Remake. Alors, c'est pas un jeu qui paie beaucoup de mine. Voilà, c'est un jeu qui paie pas de mine au début, d'autant plus que lorsque le jeu a été teasé avec les bandes annonces et tout ça, il y a eu pas mal de retours négatifs des fans, ne serait-ce qu'au niveau des animations un peu rigides de James Sunderland. Bon, tu disais que la Bloober Team, leur jeu précédent, c'était un peu de la merde. Tu disais, ok, super, vous allez détruire l'héritage de l'un des plus grands jeux de l'histoire du jeu vidéo. C'est quand même un truc de ouf. En plus, moi-même, dans le post que j'avais sorti il y a pas très longtemps, où j'avais donné mon top 17 de mes jeux vidéo préférés, Silent Hill 2 était dans le top, évidemment. C'est un top que j'avais fait, que j'avais écrit avant d'avoir terminé Silent Hill 2 Remake. Donc tu lances Silent Hill 2 Remake et tu crois savoir à quoi t'attendre. T'as joué au jeu original, t'as ton doudou mental de souvenirs traumatiques et tu te dis juste, bon bah ok, on va juste redécouvrir ce chef-d'œuvre en 4K avec de nouvelles textures brumeuses, avec une caméra à l'épaule à la Resident Evil 4, une balade morbide et nostalgique dans un décor connu, rien de bien incroyable, d'ailleurs ce sera certainement moins bon que le jeu original. Sauf que non, les amis, non seulement ce remake est un véritable chef-d'œuvre, et je vous le dis, voilà, je prends des risques, je préfère ce remake au jeu original parce que, en réalité, ce remake est l'un des remakes les plus fidèles que j'ai jamais vu de ma vie, c'est-à-dire que l'esprit même du jeu de base, Silent Hill 2, pour ceux qui n'y ont pas joué, c'est un jeu qui veut te faire souffrir. Voilà, c'est un jeu qui veut te faire couiner. Le jeu original de la Silent Team sorti en 2001, c'est un jeu qui veut te faire souffrir. C'est une punition que tu t'infliges. Voilà. Et le remake se positionne exactement dans ce créneau-là. C'est assez incroyable, mais l'une des plus grosses différences entre ce remake et le jeu original, c'est pas tant le ton, c'est juste que tous les curseurs ont été montés au max. C'est un jeu qui est plus dur que l'original, c'est un jeu qui est plus cruel que l'original, c'est un jeu qui, on va le dire, a de meilleurs dialogues que l'original, mais bon, après vous me direz que l'original, voilà, les dialogues un peu bizarres rentrent un peu dans l'ambiance vraiment super creepy, super glauque du jeu de base. Bon, est-ce que c'était voulu, est-ce que ça ne l'était pas, je ne sais pas. Pour moi, le jeu est vraiment une bien meilleure version que l'original, mais surtout, ce que Remake nous propose, c'est pas une réinterprétation, c'est une autopsie temporelle. C'est comme si l'univers du jeu savait que tu revenais, que t'as déjà été là, et qu'il te punit pour ça. Parce que, et ça je me suis rendu compte de ça dès le début du jeu, il y a un problème avec ce jeu. Il y a un problème parce que lorsque vous commencez à jouer à Silent Hill 2 Remake, vous avancez, bon, il n'y a pas grand chose comme d'habitude, hein, on rentre dans l'ambiance, pendant plus ou moins 5 à 10 minutes, il n'y a rien du tout à faire, hein, voilà, vous avancez. Et à un moment donné, vous tombez sur un endroit qu'en principe, si vous avez joué et bien poncé le jeu original comme moi, vous allez reconnaître une espèce de tunnel un peu bizarre, dans lequel, dans le jeu original, on rencontre le tout premier monstre. Voilà. Le truc, c'est que dans le remake, lorsqu'on tombe sur ce tunnel-là, il est bouché. Frère, il est où le monstre en manche? Je suis censé rentrer, récupérer la planche de bois et défoncer le premier monstre. Comment ça se passe? Tu ne peux pas. Quand tu arrives devant le pont, il y a une espèce d'interaction, t'appuies et la caméra recule, il y a une espèce de son un peu bizarre, de radio, d'interférence, et il y a une musique un peu creepy, un peu glauque, un espèce de petit jingle. C'est bizarre,
Quoi, c'est un clin d'œil pour dire ouais, regardez, ça va être différent de la dernière fois. Tu dis ok, tu continues l'aventure. Et systématiquement, tu retombes sur ce genre de truc. T'as l'impression que le jeu joue avec ta mémoire. Tu peux tomber sur les restes d'une énigme du jeu original que tu n'as plus à faire dans ce remake. Tu peux tomber sur un couloir qu'avant tu pouvais prendre, maintenant tu ne peux plus. Et à chaque fois, le plan change. Il y a un angle figé artificiel, comme une caméra de sécurité hackée. L'écran crépite, il y a un effet de bug de vieille télé cathodique. Il y a un jingle malsain encore une fois qui te traverse la colonne vertébrale. Et c'est pas juste un jumpscare, c'est un message. Tu te dis mais attends, c'est quoi, c'est un clin d'œil, c'est pour dire ouais, regardez, ça c'était une énigme ou un truc de l'époque, mais maintenant on va faire autre chose. Au début, je comprenais pas. C'est-à-dire que tu vas pas arrêter de croiser des énigmes déjà résolues, des puzzles que James a déjà fait, mais ça n'a aucun sens. Pourquoi il les aurait déjà fait dans l'original? En principe, c'est un remake, tu vois, normalement tu dois les refaire. Mais ces énigmes-là sont déjà faites, comme si quelqu'un d'autre était passé avant vous. C'est quand même bizarre. C'est comme si ce monde avait gardé les cicatrices d'un passage précédent d'un autre James Sunderland, je sais pas. Il y a des graffitis familiers, des objets qui sont à leur place, mais jamais accessibles de la même manière. C'est comme si t'étais déjà venu dans cette ville avant. C'est quand même bizarre. Et, évidemment, quand tu commences à comprendre ça, tu te dis, ouh là 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 là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, et surtout, et c'est là où effectivement, bon là, voilà, ça termine de mettre le cercueil dans le trou, tu commences à trouver des photos. Voilà, des traînent partout, des photos vieilles, abîmées, des vieilles photos, des photos abîmées, des photos floues. Et sur le coup, tu crois que c'est juste du décorum, hein, de la narration environnementale. C'est-à-dire qu'il y a un numéro au dos de la photo, il y a un petit message, et bon voilà, de la narration environnementale, c'est quoi le délire? En fait, 6 mois après la sortie du jeu, il y a un type sur Reddit, je vous montrerai le Reddit en question, qui a réussi à déchiffrer ce message. En fait, ce qu'il a fait, je vais faire ça assez rapidement, chaque élément qui est visible sur la photo donne un chiffre, et ce chiffre-là va te dire quelle lettre il faut prendre de la phrase qui se trouve en dessous de la photo. Admettons qu'il y a 6 fenêtres ouvertes sur la photo en question, tu vas compter 6 et tu vas prendre la 6e lettre de la phrase qui est juste en dessous de la photo. Tu fais ça sur les 26 photos, il me semble qu'il y en a 26, et au niveau de l'ordre des lettres, eh bien, c'est selon le chiffre qui est placé derrière la photo. Voilà. Et donc, ça fait une phrase. Alors la phrase, et je vais sortir mon plus bel accent anglais, You've been here for 2 decades. Voilà, désolé pour l'accent. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui ne sont pas anglophones? Ça veut dire, ça fait 20 ans que t'es là. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous l'aurez compris, c'est donc une boucle temporelle. C'est tellement génial. Je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots. Pour vous dire la vérité, j'avais compris que c'était une boucle temporelle au bout du 3e délire là, avec les énigmes déjà faites. Je veux pas faire le mec, hein, je suis pas forcément un type ultra perspicace ou je sais pas quoi, mais j'ai tout de suite compris ça. D'autant plus que il faut comprendre que ce délire de boucle temporelle, c'était une théorie qui existait même à l'époque du Silent Hill original, parce qu'il faut savoir que dans le Silent Hill original, et c'est aussi le cas dans ce Silent Hill remake, il y a pas mal de cadavres qu'on peut trouver un peu partout dans le jeu, qui sont des cadavres de James. Et il y en a certains qui se sont dit, bon, effectivement, ça peut être symbolique du fait que James se voit lui-même en tant que cadavre, bref, il y a une symbolique à ça. Ou alors peut-être qu'il y a une boucle temporelle et en fait, les James que tu vois en mode cadavre, en fait, ce sont des itérations précédentes de James dans d'autres timelines qui sont déjà mortes. Évidemment, Masahiro Ito, donc le créateur de Silent Hill 2, il a debunk la théorie, mais, encore une fois, il a debunk la théorie dans le Silent Hill original, mais il a pas debunk la théorie dans le Silent Hill 2 remake parce que c'est pas lui, quoi. Je veux dire, bon, vous avez compris. Et c'est trop bien. C'est trop bien, donc ça veut dire qu'il y a une boucle temporelle, que ça fait 20 ans que James est piégé ici, que c'est une boucle temporelle totale et absolue. C'est pas une information, c'est une accusation d'une certaine manière. Il y a aussi un côté méta à retrouver de ça, c'est-à-dire que c'est un peu nous, le joueur, qui peut-être refusons d'oublier. On est un peu accusé d'être des nécrophiles du souvenir vidéoludique, c'est-à-dire qu'on revient en Silent Hill, on s'arrête pas. Et la ville, justement, elle nous le fait payer. Elle nous confronte à une horreur bien plus cruelle que les monstres. La répétition, la culpabilité, le refus d'avancer, et de la même manière, ça rend l'épreuve de James encore plus cruelle qu'à la normale. C'est-à-dire que non seulement le gars, il doit affronter Silent Hill, mais en plus, il doit l'affronter de façon éternelle, quoi. C'est assez fou, quoi. C'est assez dingue. Je trouve ça tellement génial. Et surtout que ça fait en sorte que le remake rentre dans la diégèse du jeu original. C'est-à-dire que c'est une boucle temporelle, et donc forcément, bah, c'est un remake de la boucle temporelle. Enfin, vous m'avez compris, quoi. Ça se refait, quoi. La chronologie se répète de la même manière que le remake répète le jeu original. Enfin, vous m'avez compris. Maintenant, on va parler de Silent Hill, attention, donc là, on va parler de Silent Hill 2, on va parler maintenant de Silent Hill Z. Et c'est donc là le premier jeu de la série d'horreur psychologique développé par Konami. Sortir sur PlayStation, c'est un peu le début de la légende, c'était à une époque où Resident Evil mettait à la hagra à tout le monde, et bon, Silent Hill est venu pour essayer de récupérer la ceinture. Voilà, des jeux d'horreur. Donc le joueur, dans ce jeu, incarne Harry Mason, qui cherche sa fille adoptive Cheryl dans la mystérieuse ville de Silent Hill. Et donc dans cette ville, eh bien, il se rend compte qu'il y a une espèce de culte de mecs pas très sympathiques, voilà. El famoso délire de secte, voilà. C'est clairement l'un des tropes les plus dégueulasses de la fiction. Dès que je vois une secte dans une fiction, soit film, livre, jeu vidéo, ce que tu veux, en général, voilà, je suis toujours le doigt sur le bouton reset. Voilà.
toujours prêt à me barrer, parce que ça veut dire que ce sera de la merde. Bon, c'est pas le cas de Silent Hill. Puisque le jeu est, on va le dire, quand même reconnu pour son ambiance oppressante, sur sa super exploration, résolution de puzzles vraiment assez créatif, et des combats, encore une fois, un peu merdiques, contre des créatures super cauchemardesques et avec un super design, mais ça, à la limite, c'est normal. Et puis, aussi, comment j'ai pu oublier, en parlant de Silent Hill 2, voilà, parler de la musique, Akira Yamaoka, un génie s'il en est tout de même, j'ai oublié d'en parler quand même. Parler de Silent Hill 2 sans parler de la bande son, c'est comme parler de Naruto sans insulter Kishimoto. Voilà, c'est des trucs qui ne se font pas en général. Voilà, alors, le jeu est super, Silent Hill, c'est le premier quand même d'une longue série, incroyable, enfin une longue série. Les 3 premiers sont excellents et après ça s'arrête. Downpour est quand même pas mal, mais bon, à part ça, voilà, donc c'est peut-être pas une si longue série de chefs-d'œuvre, mais en tout cas c'est un truc de fou. Cela étant dit, encore une fois, Silent Hill est quand même loin d'être aussi bon que le 2, et même Silent Hill 3 est loin d'être aussi bon que le 2. Pour moi déjà, il y a 2 délires. La première raison pour laquelle c'est pas aussi bien, c'est que bon, il y a ce délire de secte que je trouve nanar au possible. Et le deuxième, et attention, on va aller un peu plus loin, c'est que les monstres se basent sur la psychologie d'Alessa, et pas sur la psychologie d'Harry Mason, et pour moi ça c'est une terrible erreur. Et c'est pour ça que James Sunderland c'est un truc de fou, parce que les monstres ne sont pas basés sur la psychologie de Tartampion de je sais pas qui. Non, c'est basé sur la psychologie du personnage que l'on joue. Ce qui est pas le cas dans Silent Hill 1, et c'est, je ne crois même pas être le cas dans Silent Hill 3, même si Alessa et Heather, bon, sont de toutes les manières la même personne, donc on peut en discuter. Bref, c'est pour dire que Silent Hill c'est un truc de fou, mais Silent Hill 2 c'est encore mieux. Ensuite, Silent Hill 3, bah écoutez, on a parlé de Silent Hill 1, on a parlé de Silent Hill 2, on va parler de Silent Hill 3, donc un jeu d'horreur psychologique développé par Konami. Et donc là, le joueur incarne Heather Mason, qui découvre ses liens petit à petit avec la ville de Silent Hill, et donc doit affronter des créatures cauchemardesques. Vous connaissez la musique, hein, on va pas en reparler. Voilà, donc le jeu se concentre surtout sur l'exploration et la résolution de puzzles, avec bon, des combats pas terribles, mais bon, ça c'est normal pour Silent Hill. Donc voilà. En fait, ce qui est intéressant avec Silent Hill 3, c'est que... Déjà, le premier truc, c'est que le jeu est mal écrit. Désolé. En tout cas, au début, on ne sait même pas ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'on joue Heather qui est donc dans un mall. Pendant une bonne partie du jeu, je dirais un tiers du jeu, on ne sait pas quoi faire. Dans le sens où il n'y a pas d'objectif particulier. Enfin, tu avances dans le jeu, mais le personnage n'a pas vraiment d'objectif. On avance, et voilà. Sans qu'on comprenne pas vraiment ce qu'on doit faire. Et à partir du milieu du jeu, là par contre, on apprend que son père Mason est mort, et donc là, on a un objectif à pouvoir en parler. On doit retourner à Silent Hill, enfin retourner. Heather ne sait pas qu'elle y est originaire, bien entendu. Et donc à partir de là, le jeu se met en branle, mais à la moitié du jeu. C'est un peu con. Aussi, autre truc intéressant avec Silent Hill 3, c'est qu'à la base, et encore une fois, tout ça, ce n'est que théorie, mais il devait être beaucoup plus proche de Silent Hill 2 qu'il n'est de Silent Hill 1. Parce qu'il faut savoir que Silent Hill 3 est, on va le dire, la suite directe de Silent Hill 1, puisque là, encore une fois, il est question donc de Heather, donc la fille de Mason, voilà, réincarnation de Cheryl, qui est elle-même la réincarnation d'Alessa, bref, c'est du bordel absolu, même moi je suis pas tout à fait sûr de comprendre. Donc voilà, encore le délire avec les sectes et je sais pas quoi... Bon, on souffle quoi. On souffle, c'est pas terrible, mais, à la base, paraît-il selon les bruits qui courent à Skip, ce jeu devait s'intéresser donc à un personnage qui n'avait absolument rien à voir avec le premier Silent Hill, devait s'intéresser aux peurs des jeunes filles. Je crois des jeunes femmes, voilà, des jeunes femmes. Comme l'avortement, comme les agressions sexuelles. Apparemment, ça devait... Tous les monstres que l'on aurait vus dans Silent Hill 3 seraient des allusions à ça, exactement comme dans Silent Hill 2. Tous les monstres sont censés représenter la frustration et le remords et la culpabilité de James. Et bien, justement, dans Silent Hill 3, tous les monstres devaient représenter les peurs donc du protagoniste principal qui serait donc une femme et qui aurait donc peur des agressions, de l'avortement, de tout ce qui malheureusement fait partie un peu de la vie des femmes adultes, hein, on le déplore. Voilà. Malheureusement, je crois que Konami, d'après la rumeur, aurait dit à la Team Silent d'arrêter leur conneries et de revenir sur Silent Hill 1, voilà, et de continuer le scénario. Et c'est pour ça que le jeu est vraiment un peu bizarre, parce que même il y a des boss qui clairement sont un peu réminiscents de ce premier projet. Enfin bref, j'en dis pas plus.
Bon, on a parlé des 3 premiers Silent Hill, il faudrait quand même à un moment donné parler du 4e, de l'infameux Silent Hill 4 The Room, hein, qui est souvent considéré comme l'un des titres les plus polarisants de la série Silent Hill. Vu que c'est le dernier opus développé par la Team Silent, avant que la team se soit faite éparpiller aux 4 vents par nos amis de chez Konami, voilà, cet opus s'éloigne clairement des conventions établies par les 3 précédents volets, afin de proposer une expérience unique, à la fois fascinante mais surtout frustrante, on va pas se mentir. Et maintenant, on va un peu parler de ce Silent Hill 4, qui est donc encore une fois un jeu controversé. On va parler de ses forces narratives, des mécaniques de gameplay un peu, même si on va pas trop en parler, parce que comme vous le savez, voilà, bon, les gameplays c'est pas forcément un truc qui m'intéresse, surtout pas sur cette chaîne, voilà, et on va surtout parler de son héritage dans la franchise. Alors bon, Silent Hill 4, c'est un jeu qui pose une énorme question, c'est-à-dire que on commence au tout début du jeu, on est totalement enfermé dans notre appartement, et le truc c'est qu'on est enfermé de l'intérieur. Et donc le but du jeu, ce sera donc d'essayer d'ouvrir la porte et de trouver toutes les clés afin de dégager de là, et surtout de comprendre qui nous a enfermés dans cette chambre, et qu'est-ce qui se passe en fait, Kisako. Et clairement, l'atmosphère de Silent Hill 4 est indéniablement l'un de ses points forts, dans le sens où bon, il y a quand même la grosse claustrophobie de l'appartement, puisqu'il y a quand même un choix de placer le joueur dans un espace clos, qui est donc l'appartement 302, qui est brillant. Et ce choix offre une tension constante, avec cette idée d'être piégé dans son propre refuge, dans son propre logis. Et les détails comme les objets qui changent de place ou les sons étranges, renforcent cette immersion. Il y a quand même un gros concept de voyeurisme également, puisque à travers les trous dans les murs, Henry Townsend, qui est donc le personnage principal, le protagoniste du jeu, dont on va parler un peu plus dans quelques instants, peut observer ses voisins, mécanisme à la fois intrigant, mais surtout perturbant, qui alimente le sentiment d'impuissance. Hein. Surtout le fait que Henry peut observer sa voisine, il me semble qu'elle s'appelle Aileen, voilà. Étant donné qu'il a un petit crush sur elle, c'est vrai que parfois tu te dis, personnage un peu creepy, d'une certaine façon. Mais surtout, et c'est là où, comment dire, pour moi, la controverse commence, c'est que ce jeu représente un peu la descente aux enfers de la psyché de Walter Sullivan. Alors, qui est Walter Sullivan? C'est l'antagoniste principal de ce jeu. Voilà, et donc, la plupart des environnements que l'on va arpenter dans le jeu sont en réalité créés à partir de l'esprit de Walter, avec chaque jeu qui révèle des éléments de son passé troublant. Voilà, par exemple, il y a une prison, parce qu'il me semble à un moment donné, quand il était à l'orphelinat, pour lui c'était une prison, donc c'est représenté un peu comme une prison. Bref, voilà, tous les lieux que l'on arpente au cours du jeu sont des représentations de la psyché de Walter, et c'est d'ailleurs pareil pour les monstres du jeu, et c'est ça le problème. C'est ça le problème parce que Henry Townsend, qui est donc le protagoniste que l'on joue, est en fait souvent critiqué pour son manque de personnalité totale. C'est un protagoniste totalement neutre, et contrairement à James ou même Heather, mais surtout James, Henry est un outsider sans aucun lien personnel avec Silent Hill. Ça le place dans une position des plus uniques, mais bon, c'est vraiment unique dans le mauvais sens. Voilà, le mec est complètement déconnecté, c'est même pas détaché, c'est déconnecté totalement de l'intrigue. Il se passe des trucs de fou autour de lui, il s'en bat les couilles, il n'en a absolument rien à foutre, et clairement, on aurait dû jouer Walter, parce que le jeu, c'est le jeu de Walter. Toute l'intrigue tourne autour de lui, et Henry Townsend, c'est juste un putain de touriste, tout simplement. Et donc, voilà, bon, après, si on a un protagoniste principal qui est pas terrible, on a quand même un antagoniste qui est mémorable en la personne donc de Walter, qui est donc considéré comme l'un des meilleurs méchants de la série, derrière Pyramid Head quand même, hein, puisque bon, c'est un tueur en série assez fascinant, victime de manipulation par le culte de Silent Hill, et Walter est convaincu donc que l'appartement 302 est une espèce de représentation de sa mère, et qu'il doit accomplir le rituel des 21 sacrements pour la ramener à la vie. Et ce qui est intéressant avec ce rituel, c'est qu'il a été foreshadowé un peu dans Silent Hill 2, puisque dans Silent Hill 2, rappelez-vous, si vous le savez, il y avait une fin où notre ami James Sunderland se mettait en quête des objets pour accomplir le rituel des 21 sacrements, afin de ramener à la vie donc sa femme, Marie. Voilà. Donc bon, ça reste complètement dans le lore de Silent Hill, c'est sympa. Au-delà de ça, c'est quand même un méchant complexe, le Walter, puisque malgré ses crimes horribles, Walter suscite une certaine pitié, puisqu'il a une vie brisée, et on sent quand même un endoctrinement qu'il a subi, et ça offre une tragédie digne de la série. Et encore une fois, et je le répète, les créatures que l'on affronte tout au long du jeu sont des reflets de sa psyché, comme les fantômes, là, les fantômes des victimes, qui reflètent parfaitement son esprit dérangé, et donc ajoutent une couche supplémentaire d'horreur. Mais voilà, je le dis, c'est quand même complexe, parce que normalement, Silent Hill, qu'est-ce que c'est? C'est un outil narratif, c'est une ville qui est censée travailler le personnage que l'on joue, exactement comme dans Silent Hill 2, et également un peu Silent Hill 3, et Downpour surtout, on en parlera un peu plus tard de Downpour. Voilà, c'est censé être un outil narratif pour travailler la psyché de ce personnage principal. Mais quand le personnage que l'on joue est totalement déconnecté d'absolument tout, enfin je sais pas, pour moi c'est une très mauvaise idée qu'a eu la Team Silent. D'ailleurs, c'est même pas vraiment la Team Silent qui a fait ce jeu, d'une certaine manière, c'est, il me semble, l'équipe B ou l'équipe C de la Team Silent qui faisait ce jeu, tandis que l'équipe principale s'occupait de Silent Hill 3. Donc voilà. De toute manière, il faut savoir que Silent Hill 4 à la base n'était pas Silent Hill 4, c'était un autre jeu totalement différent qui s'appelait, il me semble, Room 302 justement. Et il me semble que Konami leur a dit écoutez, arrêtez de casser les couilles, c'est un jeu qui fera partie de l'univers Silent Hill, donc faites en sorte de le squeezer dans le lore de Silent Hill, puis bon, ça a été fait quoi. Voilà. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on voit parfois des personnages donc typiques de Silent Hill, tels que le père de James Sunderland, qui est d'ailleurs aussi bizarre que son fils, parce qu'on voit donc le daron de James Sunderland, il me semble qu'il s'appelle Frank Sunderland, hein, je peux me tromper, qui a donc conservé un cordon
cordon ombilical pendant je ne sais combien d'années dans une espèce de boîte dans sa chambre, enfin c'est quand même complètement fou. Mais quand on voit que son fils, le bien nommé James Sunderland, fout sa main jusqu'au coude dans des cuvettes de toilette remplies de merdasse, voilà, je pense que voilà, tel père, tel fils, ces deux individus sont clairement dangereux et doivent être arrêtés dans les plus brefs délais. Donc voilà. Mais après, au-delà de ça, cette frustration se retrouve même dans le gameplay, dans le sens où bon, voilà, les fantômes qui traversent les murs, ça fait quand même chier, la gestion de l'inventaire qui est limitée à 10 objets, qui pousse effectivement une gestion stratégique, mais ça devient clairement frustrant très rapidement. Et puis bon, la seconde moitié du jeu est quand même une grosse mission d'escorte avec Helen, Aileen, comme vous voulez l'appeler, qui est clairement pénible, hein, voilà. D'autant plus que ses blessures influencent la fin obtenue. Et donc, pour vous parler de Travis, je dois d'abord vous parler du monstre iconique de ce jeu, le boucher. Donc, alors, le boucher, qui est donc un peu le big boss d'Origins, qui est donc un monstre, est une abomination cruelle et viscérale de Silent Hill. C'est un tueur en série impitoyable qui torture et mutile ses victimes sans remords. Il est grand, musclé, et la moitié de son visage est recouvert de métal, et l'autre est écorché et mutilé, au point d'être méconnaissable. Son physique, sa posture, et même son tablier de boucher, ainsi que son arme disproportionnée, tout cela rappelle beaucoup bien sûr un autre personnage de Silent Hill, c'est-à-dire bien sûr Pyramid Head, la tête de pyramide ou Red Pyramid Thing, c'est comme vous voulez. Le boucher est clairement très proche de Pyramid Head. Le boucher donc est en bref la version de Travis Grady du même être, donc voilà, c'est l'équivalent de Pyramid Head pour Travis. Ses actions, ses apparences et ses manières, ils sont tous la projection d'un secret qui se trouve au plus profond de l'ombre jungienne de Travis. Attention, on cite Carl Jung dans cette vidéo, ça ne rigole pas. Donc voilà, le boucher représente une vérité sur Travis qui est si sombre et si déterminante que l'esprit de Travis l'a refoulé et enfermé au plus profond de son inconscient. Une vérité qu'il ne connaît lui-même pas, que Travis ignore lui-même, et qui nécessite un guide spirituel comme le boucher pour conduire Travis à cette révélation. Exactement comme Pyramid Head était la personnification de la frustration affective et sexuelle de James Sunderland dans Silent Hill 2, le boucher est également la personnification, l'allégorie du côté sombre de Travis. Mais quelle est donc cette sombre vérité sur le camionnier solitaire Travis Grady? On va essayer d'en parler tout de suite. Donc déjà, commençons par notre enquête de Travis, par parler de l'état mental de Travis Grady. La personnalité de Travis, tout au long du jeu, peut être décrite comme quelque peu stoïque, légèrement cynique, émotionnellement plutôt fermée et distante. Mais très tôt dans le jeu, nous recevons les premiers indices qui pourraient nous faire sous-entendre que Travis souffre de problèmes mentaux, comme par exemple les rêves bizarres qu'il a chaque nuit. Cela ne signifie rien en soi, mais au cours de notre voyage dans Silent Hill, nous tomberons sur un certain nombre d'indices qui indiquent un état qui pourrait nous faire penser que Travis souffre d'un état mental très spécifique, très curieux. Voilà. Le fameux PTSD, le trouble de stress post-traumatique. Donc voilà. Je pense qu'il est assez prudent de dire qu'effectivement, Travis souffre de PTSD. Le PTSD, donc le trouble de stress post-traumatique, c'est un état qui est souvent associé à des dommages mentaux à long terme, dont souffrent les vétérans de guerre. Mais donc le PTSD, syndrome de stress post-traumatique, peut également se développer dans différentes circonstances, pas forcément durant la guerre, mais aussi par exemple quand une personne a été exposée à des événements traumatisants dans son passé. Par exemple, une enfance de merde ou une expérience traumatique peut provoquer un syndrome de stress post-traumatique chez certains individus. Travis Grady présente de nombreux symptômes évidents d'une victime du syndrome de stress post-traumatique. Et c'est tout à fait explicable lorsqu'on apprend son passé familial abusé. C'est la première grande révélation que nous découvrons sur le passé de Travis. Donc on découvre effectivement que quand Travis était un enfant d'à peu près 6 ou 7 ans, sa mère a essayé de se gazer en mode oncle Adolphe et de gazer Travis, donc son fils, en même temps. Parce que, d'après donc la mère de Travis, des êtres surnaturels qu'elle voyait dans le miroir lui avaient dit de le faire. C'est assez... voilà. C'est assez compliqué, donc voilà, effectivement. Enfance de merde, on peut dire enfance de merde, là. Se faire gazer par sa de mère n'a pas dû être tous les jours facile pour ce pauvre Travis. Donc voilà. Travis et sa mère ont survécu à l'incident, et sa mère a été transférée au sanatorium, donc l'asile psychiatrique de Silent Hill.
en mode Arkham Asylum. La mère a été transférée à l'asile psychiatrique de Silent Hill, et c'était au père de Travis, qui avait maintenant le rôle de s'occuper de son fils. Mais comme Richard Grady, donc le père de Travis, ne pouvait pas vraiment faire face à la perte de sa femme, c'est triste à dire, mais il s'est pendu dans le motel de Silent Hill au bord de la rivière. Et Travis est donc resté seul dans la chambre du motel pendant des heures à parler à son père mort comme s'il était encore en vie. Voilà, oui, coup dur pour Travis, c'est vrai que c'est compliqué pour un enfant de vivre dans cette condition. Donc voilà, sa mère est dans un hôpital psychiatrique et son père s'est suicidé, donc bon, voilà quoi. Ces incidents ont été les principaux catalyseurs des troubles mentaux de Travis Grady. Des flashbacks constants, des souvenirs vifs, des rêves récurrents, ainsi que la répression des souvenirs traumatisants. Tout au long du jeu, Travis oublie les souvenirs centraux de son enfance, mais il a également commencé à les revivre dans des flashbacks constants. Nous trouvons également des notes donc, tout au long du jeu qui nous relatent une histoire, apparemment un moment où Travis, enfant, qui devait avoir entre 8 et 9 ans, qui aurait essayé d'entrer par effraction donc dans l'asile psychiatrique où était détenue sa mère pour voir sa maman, tout simplement. Ce n'est que plus tard dans le jeu que nous découvrons l'autre facette de sa perception de sa mère, lorsqu'il est contraint de lutter contre une projection de son souvenir d'elle, ou plutôt de la façon dont il a vécu dont Travis a vécu la relation avec sa mère durant son emprisonnement. Forcément, après cette enfance merdique que je viens de vous relater, Travis est devenu une personne assez recluse. Outre le fait qu'il est un homme de peu de mots, son métier de chauffeur routier soutient ce penchant vers l'isolement, parce que bon, quand t'es routier, tu parles pas à grand monde. Donc, nous voyons aussi son comportement socialement distant dans ses interactions avec Lisa Garland. Lisa Garland qui est un personnage important de Silent Hill 1, et donc qu'on voit dans Silent Hill Origins. Lisa Garland qui est donc l'infirmière que l'on voit saigner comme une cochonne dans Silent Hill 1. C'est un personnage un peu culte. Donc voilà, en particulier dans leur interaction entre Travis et Lisa, où Lisa est vraiment, on voit vraiment Lisa en train de flirter avec Travis. Mais Travis, par contre, lui réagit de manière vraiment assez dédaigneuse, stoïque et sans émotion, en mode mec Tao. Donc voilà, il est possible que Travis soit en fait un vétéran du Vietnam. Ce ne sont ce que je dis parce que c'est pas dit, c'est pas dit texto que Travis est un vétéran du Vietnam. Cela dit, il y a pas mal d'allusions par rapport à ça tout au long du jeu. Bon, déjà, si on regarde la chronologie de Silent Hill, on sait que les événements de Silent Hill Origins ont eu lieu exactement 7 ans avant Silent Hill 1. Parce que Cheryl, la fille adoptive de Harry Mason, qui est la protagoniste de Silent Hill 1, évidemment, est née à la fin du jeu. À la toute fin du jeu de la Silent Hill 1, en fait, la true ending de Silent Hill 1, qui est donc la fin canon, Cheryl, donc, née, et elle a 7 ans dans Silent Hill 1. Donc la date des événements de Silent Hill 1 n'est pas exactement connue. Mais on s'accorde généralement à dire que ça a lieu en 85-86, ce qui laisse à supposer que Silent Hill Origins a eu lieu en 78-79, donc 7 ans avant. Travis est un homme d'une quarantaine d'années. Pendant la guerre du Vietnam, qui s'est terminée en 75, il aurait eu environ 25 ans, ce qui en fait donc un candidat parfait pour la guerre. Travis a également une connaissance approfondie des armes à feu. Par exemple, il peut faire la différence entre un AK-47 et sa copie chinoise, le fusil d'assaut type 56. Donc le fusil d'assaut type 56 qui est une des armes préférées favorites des Viet Cong durant la guerre du Vietnam, qui était une arme favorite des fantassins du Viet Cong. Travis Grady souffre donc probablement d'un syndrome de stress post-traumatique de vétéran de la guerre du Vietnam, qui s'ajoute donc à son PTSD d'origine de s'être fait quasiment auschwitzé par sa daronne. Donc voilà quoi. Mais cela n'explique toujours pas son lien avec le boucher, parce que là ça fait 20 minutes que je parle, mais on n'a toujours pas parlé du lien entre Travis et le boucher, son monstre. Cela commence en fait à devenir vraiment intéressant quand on prend en considération le fait que le trouble dissociatif de l'identité est l'une des maladies mentales comorbides les plus courantes, qui servent de base à ce que l'on appelle le trouble de la personnalité multiple. Et le jeu fait plein d'allusions qui soutiennent l'idée que Travis Grady a une personnalité divisée à plusieurs personnalités. Qu'il aurait en fait une deuxième personne enfermée en lui, dont il ne serait pas conscient. Nous pouvons trouver divers documents tout au long du jeu qui y font allusion. Donc, par exemple, au théâtre, toujours le théâtre, nous trouvons un document appelé, et je donne le nom du document, une identité déchirée en deux. Donc, l'identité est la partie du modèle freudien
attention, on parle de Freud aussi, ça rigole plus, de la psyché qui ressemble aux pulsions instinctives, qui s'apparente aux pulsions instinctives les plus fondamentales d'une personne. Le document dont je viens de vous parler explique que tout au long de ces études, nous voyons le cerveau des victimes lutter pour faire face aux conflits causés par les abus d'un être cher. Donc forcément, abus d'un être cher, se faire gazer par sa daronne, voilà quoi. Il n'y a pas plus abus d'un être cher que ça. Dans de nombreux cas, l'identité mentale de l'enfant maltraité semble se diviser en deux. Là, je parle toujours du document. Une personnalité continue d'aimer l'agresseur et cherche à obtenir son approbation. Mais l'autre partie de la personnalité contient en elle toute la rage et la colère de l'enfant maltraité et devient à bien des égards le miroir de l'agresseur, cherchant à infliger sa douleur aux autres, ce qui est exactement l'attitude de Travis envers sa mère. Travis est déchiré dans sa façon de penser, dans sa façon de considérer sa mère. Il y a une partie de lui qui absorbe toute la haine et la colère que sa mère lui a affligée et qu'il ressent pour elle, et l'autre partie aime sa mère, parce que bon, c'est sa mère quand même. Et donc cette relation, cette façon de penser est assez similaire à l'histoire d'Angela. Angela qui est donc un personnage important de Silent Hill 2. Angela qui a été violée et abusée par son père lorsqu'elle était enfant, et qui ressent à la fois une haine amère et du ressentiment envers son père bien sûr, tout en aspirant à son amour et à son pardon en même temps, parce qu'elle a tué son père. Mais ce document, le document dont je vous parle depuis 5 minutes, pourrait également faire référence à un autre personnage du jeu, l'un des personnages certainement les plus importants de l'univers Silent Hill, la très fameuse Alessa Gillespie, boss du premier Silent Hill 1. Le dédoublement de la personnalité est l'un des termes centraux de ce personnage de Alessa, et en réalité l'un des thèmes centraux de Silent Hill en termes général, de la franchise. Alessa coupe même sciemment son âme en deux à la fin de Silent Hill 1. Et quand on y pense, il y a en fait beaucoup de parallèles entre Alessa et Travis. Au début d'Origins, nous sauvons... Travis sauve Alessa de la maison en feu, où sa mère a essayé de la tuer. Donc les deux personnages, Travis et Alessa, ont donc, vous pouvez le voir, souffert de parents abusifs qui ont essayé de les tuer durant leur enfance. Et à travers cela, Alessa et Travis semblent partager une sorte de lien spirituel, car elles le recherchent constamment par télépathie tout au long du jeu, Silent Hill Origins, pour obtenir de l'aide. Et ils ont tous deux développé de puissantes capacités psychiques à travers ce traumatisme. Parce que, bien sûr, Alessa, elle est très connue, la meuf, ses pouvoirs psychiques, frère, c'est à la Kazam, quoi, la meuf. Mais Travis n'est pas en reste non plus, il a aussi des pouvoirs, Travis. Parce qu'il faut savoir que Travis est le seul protagoniste de toute la série qui peut traverser le Otherworld, donc le Fogworld, le monde des ténèbres, là où c'est la merde, et le monde normal. Il peut faire le lien, il peut sauter d'un monde à l'autre à volonté, à travers les portails, mais bref. En tout cas, il peut le faire quand il le veut. Et c'est le seul personnage, je crois, de Silent Hill qui peut faire ça. Et il ne peut le faire, bien entendu, qu'à travers un miroir. Et je pense que c'est pas une coïncidence que le document dont je vous parle depuis tout à l'heure utilise le mot miroir pour décrire la double personnalité. Car les miroirs sont l'un des symboles les plus puissants de la dualité d'une personne. Et donc, comme je le rappelle, il n'y a que Travis qui a le contrôle du moment où il est transféré dans l'autre monde, dans le Fogworld. Mais lorsque Travis se rend dans la partie la plus sinistre de Silent Hill, il assume son moi sombre, celui que le boucher représente. Et le boucher, donc le monstre, contrairement à la tête de Pyramide, donc à Pyramid Head ou à Valtiel qui est donc le monstre protecteur de Cheryl, le boucher assassine carrément les gens. Il mutile les femmes en coupant en deux leurs abdomens, leurs organes reproducteurs. Cela symbolise une haine profonde pour tout ce qui est intrinsèquement féminin. Donc la capacité à mettre un enfant au monde, forcément. Donc pensez-y, tout a commencé parce que Helen Grady, donc la mère de Travis, la personne qui a mis au monde Travis a affirmé qu'elle voyait des êtres dans le miroir qui lui disaient qu'il y avait quelque chose de mal en son fils, que Travis était un enfant du diable, et que juste après elle a essayé de le tuer pour cela, donc forcément, voilà quoi. On peut comprendre pourquoi Travis est un peu le seum contre les femmes en termes général. Mais nous savons que l'autre monde existe, et que nous savons également que les miroirs forment un chemin vers lui. Donc on pourrait éventuellement dire que, au final, Helen Grady n'était pas si folle que ça. Que peut-être, elle a vraiment vu quelque chose dans le miroir. Et peut-être que ce qu'elle a vu, c'était le boucher. C'est possible. Peut-être qu'elle a vu la partie maléfique à l'intérieur de son fils Travis. C'est ce qui l'a fait devenir le boucher. L'être qui représente la vérité
Oh plutôt, je vais reprendre ma phrase. Tout ça, tout ce que je vais essayer de vous dire, c'est que la vérité à l'intérieur de Travis, son côté sombre, c'est quoi? C'est que Travis Grady est en fait, tenez-vous bien, un tueur en série. Voilà. Donc voilà, petit twist. Bon, c'est une théorie, hein, mais je pense que je pense qu'on peut dire que c'est quelque chose qui est quasiment canon. Hein. Voilà. Vous m'avez bien entendu, Travis Grady est un tueur en série. Comme je l'ai dit, c'est pas tout à fait dit dans le jeu, mais bon, c'est voilà. Pas besoin de faire un bac plus 100 000 pour le deviner. Quand on y regarde de plus près, il y a des preuves accablantes pour bien sûr, affirmer que Travis Grady est un tueur en série. Remarquez comment beaucoup de miroirs sont placés à l'intérieur des salles de bain. Donc dans le jeu, pour passer dans l'autre monde, il faut trouver un miroir. Tous ces miroirs-là sont tous placés dans les salles dans les toilettes des femmes. Donc Travis utilise ces miroirs-là pour aller dans l'autre monde. Déjà dans le toilette des femmes, c'est un peu bon. Voilà. Le fait qu'il tue que des femmes, il y a un petit truc là, il y a un petit billet à prendre ici. En plus, quand Travis est dans l'autre monde, devinez quoi? Il ne voit jamais le boucher. Le boucher n'est jamais présent. Pourquoi? C'est quoi, il se cache ou c'est quoi le problème? Non. La raison, c'est bien sûr, hein, vous le devinez, parce que le boucher, on ne voit pas le boucher dans l'autre monde, parce que c'est, comment il s'appelle? Travis qui prend l'identité du boucher. D'ailleurs, quand Travis tombe sur le boucher, donc dans le monde normal, il est choquant de voir à quel point Travis réagit stoïquement aux atrocités que le boucher commet. Seule une personne habituée à voir de telles monstruosités pourrait rester aussi calme et tranquille devant de telles situations. Et lorsqu'il l'affrontera plus tard dans la cuisine du motel, donc le motel qui est très important, c'est le motel où son père est mort, où son père s'est suicidé, Travis donc bat le boucher, prend son grand hachoir et le tue rapidement, avec une arme qui est complètement abusée, l'espèce de hachoir, c'est la Buster Sword de Cloud. Et pourtant, Travis la manie avec une facilité, une familiarité étonnante. Donc voilà, on pourrait se dire qu'il a peut-être l'habitude de manier ce genre de choses. En plus de ça, dans la chambre de motel où le père de Travis s'est suicidé, nous trouvons une pièce sombre remplie de photos. Des photos de victimes de meurtre, comme nous le découvrons. Des photos comme celles qui se trouvent sur le tableau de bord du camion de Travis. Et quand nous regardons à travers un trou dans le mur, nous voyons le boucher, debout dans cette chambre noire, calmement, presque comme s'il admirait des photos, admirant son travail. Et on en trouve... Comment dire Et si vous terminez le jeu, parce qu'il y a plusieurs fins possibles dans le jeu, comme tous les Silent Hill en général, et si vous débloquez la dark ending de Silent Hill Origins, on en apprend beaucoup plus sur ça, sur le côté tueur en série de Travis. Dans la dark ending, on voit Travis attaché à un lit, et nous entendons des voix dans sa tête, des voix de femmes en panique, qui lui hurlent « De quoi parlez-vous? Je ne suis pas ta maman, ne me tue pas s'il te plaît », voilà. On s'en doute, ce sont des voix que Travis, les voix des victimes de Travis. Ça, on peut le deviner facilement. Les victimes du boucher. Des victimes d'un tueur en série qui mutile les femmes, qui ressemblent à l'incarnation de sa haine envers sa mère. Mais Travis Grady n'a aucun souvenir des atrocités qu'il a commises des atrocités commises par son alter ego. Parce que bien sûr, le boucher est le Mr. Hyde du Dr. Jekyll de Travis. Donc voilà. Si Pyramid Head était l'incarnation de la frustration sexuelle et affective de James Sunderland, le boucher est l'incarnation de la haine et du côté tueur en série et de la haine contre les femmes et de sa mère de Travis Grady. Donc voilà. Donc, ça m'a fait plaisir, je vous le dis, de parler de ce jeu très mésestimé qu'est Silent Hill Origins. Parce que je sais que ça peut vraiment faire mal au cul de beaucoup de personnes, ce que je vais dire là, mais la vérité est la suivante. Silent Hill Origins et Downpour humilient, et je dis bien humilient, Silent Hill 1 et 3. Et je ne parlerai même pas du 4. Hein. Donc voilà, tout simplement parce que Silent Hill, Downpour et Origins ont compris l'intérêt principal de Silent Hill, qui est, comme je le dis au début de la vidéo, de faire confronter les protagonistes à la sombre vérité de leur être, à travers la ville de Silent Hill, qui crée des monstres qui représentent leur psyché sombre et torturée. Donc voilà. Ce qui n'est pas vraiment le cas, malheureusement, de Silent Hill 1, parce que bon, dans Silent Hill 1, les monstres que l'on voit, ce ne sont pas les monstres qui représentent la psyché de Harry Mason qui est le protagoniste de Silent Hill 1. En réalité, ces monstres-là représentent la psyché de Alessa Gillespie. Donc effectivement, oui, on pourrait me rétorquer que si.
Silent Hill 1 utilise Silent Hill comme un outil pour développer un personnage, mais pas Harry Mason, seulement Alessa Gillespie. Et moi, ça me fait chier déjà. En plus, il y a le côté un peu sec. Et c'est vrai que dans Silent Hill 3, je suis un peu dur. Je suis un peu dur parce que même si on voit pas beaucoup Silent Hill et que il y a vraiment cette histoire de secte de merde qui me casse les couilles, mais c'est vrai que comment dire, dans Silent Hill 3, Silent Hill est utilisé pour développer le personnage de Cheryl. Putain, j'ai le somme de pas me rappeler de son vrai nom. Putain. Non, parce qu'en fait, Cheryl a 3 noms. Elle a donc, c'est Alessa Gillespie. Ensuite, elle se dédouble 7 ans avant Silent Hill 1. Et ensuite, à la fin de Silent Hill 1, Alessa se dédouble encore. Et il y a une petite fille qui naît d'elle, donc une deuxième petite fille. Heather, putain, Heather. Bon, ça commençait par un C. Heather, bien sûr. Donc, Cheryl, Heather. Bon, on va passer à Homecoming, malheureusement, voilà, c'est un peu le fils illégitime de la franchise Silent Hill. Parce que en 2008, la Team Silent a donc été dissoute, et ce depuis un moment. Et Konami, visiblement en manque d'inspiration, a décidé que la meilleure idée possible et imaginable, c'est de sortir un Silent Hill fait par des Américains. C'est donc Double Helix Games, un petit studio né de la fusion entre Shiny Entertainment et The Collective, qui hérite de la franchise. Et le résultat, eh bien c'est de la merde, les amis, parce que Silent Hill Homecoming, c'est un peu, voilà, la formule pour comment transformer la culpabilité et la dépression lente en jeu d'action avec des finish moves, parce que le pitch sur le papier, bah, il semblait presque prometteur, hein. Oui, on incarne Alex Shepard, un espèce de soldat qui revient dans sa ville natale, donc Shepherd's Glen, après avoir combattu dans une guerre quelconque, on s'en fout. Bon, il rentre chez lui, il découvre que sa mère est catatonique, que son père a disparu, et que son petit frère s'est évanoui dans la nature. Jusque-là, pourquoi pas, on sent venir un thème assez fort, c'est-à-dire le retour du trauma, la culpabilité du survivant, l'Amérique d'après-guerre, etc. Mais le problème, c'est que, bon, au lieu de jouer sur l'intime, le jeu s'enfonce dans le cliché patriotique avec ses bottes boueuses et ses flashbacks militaires d'un goût des plus douteux. Et très vite, tu comprends que quelque chose ne tourne pas rond, pas seulement dans la vie, hein, bien sûr, mais dans le design même, parce que Homecoming, c'est le moment où la série a voulu moderniser sa jouabilité et son gameplay. Fini les héros maladroits, fini les coups de tuyau hésitants, fini, voilà, les balles de pistolet qu'on économise un peu comme de l'or, et place à un système de combat full action, avec des esquives, roulades, combos, directement pompé quasiment sur God of War ou RE4, mais sans la maîtrise. Et Alex maintenant n'est plus un citoyen lambda pris dans un cauchemar, c'est un tueur entraîné, ce qui tue un peu beaucoup le suspense. Parce que quand tu peux désosser un monstre avec un couteau de combat, eh bien la peur, elle se fait désosser dans la foulée également. Et les monstres, on peut en parler, ils n'ont jamais paru aussi fabriqués, entre guillemets. Les infirmières refont leur apparition, parce que fanservice évidemment, même si ça ne fait aucun sens et on va en parler tout de suite. Pyramid Head revient aussi, effectivement, enfin bon, il a été rebaptisé The Boogeyman hein, pour justifier vaguement sa présence, mais ici ça n'a aucune symbolique. Dans Silent Hill 2, Pyramid Head il représentait, comment dire, la honte, la libido étouffée de James Sunderland, il représentait aussi la punition vis-à-vis du crime qu'il a fait, hein, voilà, envers sa femme, je vous fais pas un dessin, sauf que là maintenant, que ce soit les infirmières ou Pyramid Head, bah ils font des caméos, c'est du marketing, et c'est le moment exact où ces créatures qui étaient jusque-là mythiques sont devenues des mascottes et où Silent Hill a totalement perdu son langage symbolique pour devenir un espèce de bestiaire d'action horreur. Et ça n'a aucun sens. Le plus triste en fait, c'est que tout ça pourrait presque passer et aurait pu presque passer si le jeu tenait debout sur le plan narratif. Sauf qu'il tient même pas. Homecoming essaie de copier le modèle Silent Hill 2 avec un héros torturé, une ville miroir, un twist final censé réécrire tout ce qu'on a vu. Mais le problème c'est que le scénario est balancé avec des sabots de plomb. La grande révélation, c'est-à-dire que Alex n'a jamais vraiment été un vétéran, il est interné depuis un drame familial, ça aurait pu être bouleversante, mais elle est noyée dans des dialogues en carton et des cutscenes PS2 qui surjouent l'émotion. Et finalement, on ressent rien. La direction artistique, c'est même pas qu'elle a les fesses entre deux chaises, c'est qu'en fait, elle hésite entre deux continents. D'un côté, tu sens les inspirations occidentales avec l'architecture industrielle, le cimetière militaire, la violence frontale, et de l'autre, il y a des restes de symbolisme japonais mal digérés, des cultes, des sacrifices, une mythologie un peu héréditaire. Sauf que les deux ne se marient pas, c'est comme si t'avais collé un épisode de Supernatural sur un scénario de Ryukishi 07. Tout sonne faux, de la mise en scène à la psychologie des personnages. Et techniquement, le jeu ne brille pas vraiment, loin de là même. Les textures bavent, les visages sont figés comme des mannequins de musée, les animations ont vraiment ce côté marionnette de cire sous acide, le tout d'ailleurs tournant sur un framerate de yo-yo, ponctué de bugs dignes d'un alpha test, et la seule constante de qualité c'est évidemment la bande-son d'Akira Yamaoka, toujours aussi extraordinaire, sauf que là, l'OST est prisonnière d'un jeu qui ne comprend pas ce qu'il a entre les mains. Ces mélodies planent au-dessus d'un scénario qui n'a plus d'âme à accompagner, et même l'ambiance sonore trahit une incompréhension fondamentale Silent Hill. Là où la série originale utilisait le silence, eh bien Homecoming
comics t'assomment de bruit, il y a des grincements, des rugissements, des jumpscares forcés attirent l'arigot. Ça ressemble à un best-of de film d'horreur américain passé sur Sci-Fi un samedi soir. C'est plus de l'angoisse, c'est le ouais, vas-y, sursaute. Mais le vrai péché du jeu, c'est la perte du ton. Parce que Silent Hill, encore une fois, c'était de l'horreur certes, mais c'était très pudique. Il était question de malaise un peu intime, c'était de la lente descente vers soi-même, d'une certaine manière, et d'ailleurs, voilà, Silent Hill 2, le montre de fort belle manière. Sauf que Homecoming, c'est pas qu'il le montre, c'est qu'il en fait un spectacle. Il y a plus de malaise, c'est juste de la peur de surface, comme si on t'expliquait à voix haute que, bah oui, tu dois ressentir ça. Voilà, bah écoute, le problème c'est que c'est la mort de la tension et du mystère. Et même la fin du jeu, censé offrir plusieurs embranchements, n'apporte rien. Il y a les good endings, les bad endings, et puis, bon, voilà, il y a l'UFO ending, effectivement, qui est purement décoratif. Et aucune de ces fins ne nous sauve du sentiment que tout ce voyage, bah, c'était juste un spin-off raté, un épisode fantôme, sans cœur ni conviction. Et Silent Hill Homecoming, au final, bah, c'est le moment où Konami a voulu occidentaliser son mythe et l'inviter de son naissance, exactement comme on vit d'un poisson. Et c'est pas forcément un jeu honteux par incompétence, en fait c'est un jeu honteux par incompréhension. Il voulait faire peur, mais il a juste rappelé à tout le monde pourquoi le silence dans Silent Hill, bah ça vaut toujours mieux que le bruit, effectivement. Bon, on va continuer cette fois avec Silent Hill Shattered Memories. En effet, puisque là il s'agit d'un cauchemar qui veut te psychanalyser. Ben écoutez, pourquoi pas. Bon, après Homecoming et bien avant la débâcle de Silent Hill F, dont on parlera effectivement un peu plus tard, eh bien il y a eu un petit moment étrange dans la chronologie Silent Hill. Voilà, un instant dans le temps, où Konami a cru pouvoir sauver la franchise par la psychanalyse et la Wiimote. Et oui, parce que là on est en 2009, avec Silent Hill Shattered Memories sorti sur Wii, puis porté sur PS2 et PSP. Et ça nous était vendu, il fut un temps, comme un remake réinventé du premier Silent Hill. Et la promesse c'était ok, on garde l'âme, mais on ne garde pas la forme. Et effectivement, bah oui, c'est pas vraiment un remake. En fait, c'est une relecture métaphysique. Et si le premier Silent Hill était raconté par un psy sous hypnose? Et le jeu commence effectivement dans le cabinet d'un thérapeute. Face à toi, un psy te pose des questions et toi tu réponds. Tu coloris, tu coches et ces choix, sans que tu t'en rendes compte, eh bien, ils modifient la manière dont le jeu t'observe. Les décors changent, les dialogues aussi, les personnages s'habillent un peu différemment et tout ça selon ton profil psychologique. Et sur le papier, oui, c'est quand même pas mal comme concept, hein. Sauf que dans la pratique, bon, le gimmick est sous-utilisé, parce que tout se joue à la surface. Le jeu n'analyse pas vraiment ton inconscient, il scanne tes réponses pour choisir entre décolleté et manteau long, voilà, vis-à-vis, effectivement, des personnages féminins que tu auras le malheur de croiser lors de ton premier run. Enfin voilà, c'est Freud version Wiimote. Bon, en gros, tu incarnes Harry Mason encore, mais c'est pas vraiment celui de 99. Bon, on sait pas vraiment, ce qui est certain, c'est que c'est un père qui recherche sa fille Cheryl, après un accident de voiture sur une route glacée, ok. Il erre dans une ville enneigée, entre réalité et hallucination, poursuivi par le spectre d'un passé qui refuse d'affronter, d'accord? L'ambiance, elle, est glaciale dans tous les sens du terme, puisque Shattered Memories troque la rouille et la crasse pour le givre et la lumière bleutée, et le choix est audacieux. À la place du feu, tu as le froid, à la place du sang, tu as la glace, et ça marche visuellement, parce que, bah c'est joli, déjà, mais bon, malheureusement, on perd la chair, on perd la lourdeur, et on perd l'odeur de métal, qui faisait quand même l'identité sensorielle et visuelle de Silent Hill. Et le gameplay, lui aussi, bon, il divise. Bon, déjà, il n'y a pas de combat. Voilà, il n'y a pas de combat, c'est-à-dire que toi, tu cours. Tu cours beaucoup, tu fuis des monstres dans des couloirs de glace, tu escalades, tu te caches dans des casiers, tu verrouilles des portes derrière toi, et c'est censé être stressant, et ça l'est, mais seulement durant les 5 premières minutes. Puis tu réalises que ces séquences, toujours identiques, reviennent à intervalles réguliers et cassent le rythme. C'est-à-dire qu'on a exploration, glace, panique, fin du cauchemar, et voilà, séance chez le psy. Le pattern est si prévisible que la peur devient routine, donc elle disparaît forcément. Et dans Silent Hill, la routine, bah c'est le plus grand péché. Pourtant, voilà, le jeu peut savoir effectivement fabriquer le malaise un peu autrement. Les séquences d'exploration avec ta lampe torche contrôlée à la Wiimote sont pleines de détails. Tu lis des SMS étranges, tu écoutes des messages vocaux, tu regardes des souvenirs figés dans la glace. Bon, c'est presque un walking simulator avant l'heure. Et par moments, ça fonctionne vraiment. Tu sens la solitude, le froid et la confusion, mais dès que ça touche à la fuite, tout s'effondre. Les monstres sont les mêmes, des silhouettes humanoïdes sans visage, symbole du traumatisme, mais ok, zéro variété quand même, zéro inventivité. Le cauchemar devient mécanique. Et sur le plan narratif, Shattered Memories a eu le mérite quand même de vouloir raconter quelque chose de personnel. Et il le fait à sa manière. C'est-à-dire que tout ce que tu vis, c'est pas réel. Donc Harry n'est pas en train de chercher sa fille, c'est Cheryl adulte qui revisite la mémoire de son père disparu à travers une thérapie, et ce qu'on croyait être le présent est en fait un souvenir reconstruit. Et le twist final, pour une fois, fonctionne un peu. Bon, pas besoin d'un démon
géant, pas besoin de secte, juste une fille qui essaie de pardonner à un père qu'elle n'a jamais compris. Et c'est là que tu sens quand même la main d'un studio, c'est-à-dire Climax Studio, qui a compris l'esprit, sinon la forme de Silent Hill. Parce que oui, à la différence de Double Helix ou Vatra Games, Climax n'a pas cherché à faire un Silent Hill moderne. Ils ont voulu en faire une interprétation émotionnelle, une relecture intime. Et ça, c'est plutôt noble. Mais leur tragédie, c'est la plateforme, c'est la Wii. Les contrôles sont bancals, les textures sont baveuses, la technique était plus limitée. Et surtout, cette manie de tout désamorcer par des mini-jeux de déverrouillage et des photos, comme si le joueur devait sans cesse prouver qu'il sait pointer une lampe sur un mur. Enfin, je veux dire, écoutez, la peur ne peut que s'évaporer dans tout ce délire un peu gadget. Par contre, sur le plan sonore, évidemment que, on est au sommet avec monsieur Akira Yamaoka, qui nous livre une fois n'est pas coutume, sauf qu'avec lui, c'est forcément coutume, une bande-son, d'une beauté glacée. Piano mélancolique, violon éthéré, respiration lointaine. Merci monsieur Yamaoka, au revoir, merci, quoi. Que dire de plus? Et c'est peut-être le dernier Silent Hill où la musique a encore une âme, si on met de côté, bien évidemment, Silent Hill 2 Remake. Mais le problème, c'est que le reste du jeu ne suit pas forcément cette maturité. L'écriture alterne entre fulgurance poétique, dont j'ai déjà parlé, et dialogue des plus téléphonés. On oscille entre drame familial sincère et série B qui veut faire du David Lynch sans David Lynch. Mais bon, malgré tout ça, ça passe. Je trouve que Shattered Memories garde quand même un parfum unique. C'est un jeu malade, c'est un jeu bancal, c'est un jeu frustrant, mais c'est un jeu sincère avant tout. Il a pas trahi la série, il l'a réinterprété. C'est une lettre d'adieu, pas vraiment une suite. C'est un miroir gelé où le joueur se regarde plus en réalité qu'il ne joue. Et même si la structure s'écroule assez rapidement, même si la peur s'émousse encore plus rapidement, tu ressens quand même ce que la plupart des épisodes post-Team Silent avaient perdu, et ça, c'est de l'émotion. On va parler de Downpour. Voilà, on va parler de Downpour. Pour moi, depuis Resident Evil 3, et si j'étais méchant, je dirais même depuis Resident Evil 2. Voilà, si j'étais méchant, mais je suis pas méchant, c'est pas ce que je dis. C'est le seul bon Silent Hill. Voilà. C'est donc un jeu d'horreur psychologique, forcément c'est Silent Hill, développé par Vatra Games, il me semble. Bref, en tout cas, c'est la team américaine de Silent Hill. Voilà. Et c'est pour ça que les gens, en général, n'aiment pas trop Downpour, n'aiment pas trop Origins, et n'aiment pas trop Homecoming. Homecoming qui est mauvais, d'ailleurs, on va le dire, on va pas se mentir. Alors que Downpour et Origins sont des trucs quand même sympathiques à récupérer. Bref, ce jeu est pas si mal. Il est pas trop bien, il est pas excellent non plus, mais il est pas si mal. On y incarne Murphy Pendleton, un prisonnier en fuite qui se retrouve forcément pioché dans la ville de Silent Hill, vu que c'est un prisonnier en fuite, qui essaie de s'enfuir. Je veux dire, voilà. Désolé pour le pléonasme et la tautologie, mais c'est exactement ça. Donc le jeu, comme tous les Silent Hill, combine exploration, résolution de puzzle et combat de cons. Voilà, avec une emphase sur l'histoire et les éléments psychologiques. Et c'est pour ça que Downpour, pour moi, c'est le seul Silent Hill depuis le 2 qui est vraiment bien, parce que c'est un Silent Hill qui a compris le concept de Silent Hill. Et c'est quoi le concept de Silent Hill? Eh bien, le concept de Silent Hill, il est très simple, les enfants. Il suffit juste de prendre un personnage complètement dingo et qui a de la culpabilité et qui a tué des gens et qui a... Bref, il y a un truc, quoi. Un personnage qui a des défauts, voilà. Et on le fout dans Silent Hill, qui va lui permettre effectivement d'affronter de manière tangible ses traumas, via les monstres que Silent Hill va générer à partir de sa psyché complètement défoncée. Voilà, c'est ça, Silent Hill, et c'est exactement ce que Silent Hill Downpour nous propose. Il n'y a pas de secte de cons, d'accord? Il n'y a pas de « ouais, Alessa, Cheryl, Heather, Sangoku », il n'y a pas tout ça, il y a juste Silent Hill et les effets sur la psyché d'un mec complètement starbé, en la personne de Murphy Pendleton. Voilà, c'est tout. C'est tout. Est-ce qu'il y a besoin de plus? Il n'y a pas besoin de plus. Même si le gameplay est pas incroyable, même si parfois le jeu se répète, la boucle de gameplay est un peu merdique, les choix sont cons et les fins sont pas incroyables, bon, c'est quand même un jeu qui a compris Silent Hill. Voilà. Bon, finissons cette vidéo en parlant du massacre final de la franchise de Silent Hill, le jeu qui me permet de qualifier tout ça de chute. Là, il s'agira bien évidemment de Silent Hill F, récemment sorti, fraîchement débarqué, et malheureusement, je vous spoil, F, je ne sais pas ce que ça veut dire, en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça ne veut pas dire formidable. Alors, sans plus attendre, c'est reparti, et surtout, c'est fini, en fait. Même pas que c'est parti, c'est fini, parce qu'on va finir la vidéo, et on va achever la franchise. Alors, bon, Silent Hill F, qu'est-ce que c'est? Bon, déjà, on se retrouve en effet dans le Japon des années 60.
premier Silent Hill, il me semble, qui se passe au Japon, c'est curieux. Dans le village isolé d'Ebisu Gaoka, un nom qui, déjà, sonne beaucoup plus Forbidden Siren que Silent Hill, hein, on va pas se mentir. Et c'est là, en effet, que vit Inako Shimizu, 16 ans, donc une jeune lycéenne introvertie, dont la vie tranquille se dissout d'un seul coup, le jour où un espèce de brouillard surnaturel engloutit sa ville. Et en un instant, les rues familières deviennent un labyrinthe cauchemardesque, les voisins se changent en créatures grotesques, et la frontière entre rêve et réalité s'effrite comme un vieux tatami. Sauf que, déjà, le premier X, c'est que c'est pas Silent Hill, hein. Ça se trouve pas à Silent Hill, il n'y a pas d'Amérique paumée, il n'y a pas de station-service déglinguée, il n'y a même pas un panneau welcome, hein. Tout, de la structure du village aux rituels occultes et aux malédictions, hein, respire beaucoup plus Forbidden Siren que Silent Hill. Voilà, entre le folklore rural japonais, les chuchotements de sectes et l'ambiance de légendes urbaines japonaises avec des fantômes qui ont certainement lu Lovecraft mal traduit en japonais, bon écoutez, c'est pas Silent Hill déjà, dès le début au moins c'est réglé. D'autant que ça a été écrit par Yokishi07, hein, l'inénarrable auteur de Higurashi Wenzai Cry, hein, d'ailleurs que j'ai détruit dans ma vidéo consacrée au yandere. Je vous aiguillerai effectivement vers cette vidéo, mais bon, ça c'est autre chose. Et bon, heureusement, Akira Yamaoka, l'un des plus grands génies, en tout cas en ce qui concerne la musique dans les jeux vidéo, revient pour remettre les couverts, et ça fait plaisir, mais si on met ça de côté, le jeu nous promet de l'horreur introspective, mais ça finit, 3 fois hélas, par ressembler à un Silent Hill de contrefaçon, c'est-à-dire que la brume est la même, mais par contre, on n'est pas sur le même continent. Voilà, c'est une espèce de what if de Silent Hill. Si ça se passait à Kyoto, et si, voilà, le scénariste avait lu peut-être un peu trop de poésie morbide. Mais bon, on va y aller tranquille, on va y aller petit à petit. C'est-à-dire que bon, on va d'abord démonter le jeu sur ce qu'il a de plus bête et de terre à terre, donc c'est-à-dire la jouabilité et le gameplay, puisque bon, comme vous le savez, un jeu vidéo, c'est censé se jouer, voilà, je pense que je vous ai à tous appris quelque chose d'important. Et ensuite, après, on parlera donc, oui, de la chose qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire le scénario. Et là, par contre, je serai absolument sans pitié. Mais bon, encore une fois, prenons notre temps, puisque Silent Hill F, ce n'est plus un survival horror, c'est maintenant un action horror. Hein, voilà, donc l'action a mangé l'horreur directement, et puis il a repris un dessert par-dessus. Parce que donc, on te cale une lycéenne des plus menues, qui fracasse des mannequins maudits, des échalas agressifs et des tas d'amateurs symboliques, avec des tuyaux en acier, des lances et tout le tout team. Pas de flingue, hein. Pas d'armes à feu, pas de tension aussi d'ailleurs, je tiens quand même à le faire remarquer, mais voilà, un système de combat qui essaie de nous refourguer Dark Souls, en caméra à épaule cinématographique, hein, voilà. Donc, vous l'aurez compris, en gros, on slide vers l'ennemi, on glisse vers lui d'un bouton, ça part en ralenti complètement imbuvable, ça te colle la tête dans un mur avec la caméra dans ton que dès qu'un tas de graisse occupe l'écran, et bon voilà, tu bourres en espérant effectivement que ça puisse passer. Mais de toutes les façons, même en admettant tout ça, 90% de vos soucis lorsque vous jouerez à Silent Hill F ne viendront pas du fait de mourir, mais viendront en fait du système en lui-même qui s'effondre sous le poids de ses contradictions, malheureusement. Parce que donc, tu as une attaque légère, une attaque forte, une esquive à frappe d'invincibilité, avec un temps de récupération délirant. C'est-à-dire que si tu roules trop tôt, les ennemis te suivent comme un drone Amazon et t'attrapent au bout du tapis roulant, et chaque action vide une barre d'endurance, voilà, la fameuse barre d'endurance. En effet, je pense que j'aurais pu parler de ce jeu, c'est même pas que je pense, j'aurais dû d'ailleurs parler de ce jeu dans ma vidéo de destruction du genre des Souls-like, parce que clairement, voilà, les dégâts qu'ont produit la barre de stamina, la barre d'endurance dans les jeux vidéo depuis l'avènement de From Software, je vous le dis que voilà, il y a des gens chez From Software qui ont clairement du sang sur les mains, et, et notamment le sang de la franchise Silent Hill, parce que vraiment cette barre d'endurance qui font plus vite qu'un sorbet devant un radiateur, je vous assure, c'est terrible. Et si tu la vides, bah c'est bon, c'est terminé, voilà, t'es un piquet. Tu n'attaques plus, tu cours plus, tu roules plus, tu contemples, voilà. C'est du combat contemplatif, c'est super pour un survival, hein, bien entendu. Il y a aussi un perfect dodge qui te rend l'endurance, le timing est serré, sauf que l'ennemi, bien sûr, lui aussi, continue sa chaîne comme si de rien n'était. Il y a aussi une barre de focus, et donc tu peux charger une attaque qui est étourdie, et surtout déclencher des contres. Et donc là, on a le vrai cœur du metagame, d'accord? Chaque type d'ennemi a une ou deux animations contrables, et si tu maintiens L2 jusqu'au flash, le temps se fige, tu presses attaque lourde, et effectivement, tu plantes une punition de mammouth. Et à côté de ça, tu déroules effectivement un combo bonus. Donc un seul contre bien placé suffit à déboîter et à nettoyer donc le jeu des mannequins de base. Et donc bah forcément, tu fais toujours la même chose. Tu avances, tu maintiens L2, tu attends qu'on te frappe, tu contres et tu répètes. Voilà, écoutez, c'est quand même complexe. C'est-à-dire qu'on te demande la patience d'un moine tibétain, mais on te propose la variété d'une cantine scolaire un lundi. Et le gag, c'est que plus tu avances et plus l'IA comprend que tu attends. Donc elle te fixe, elle te laisse vider ta barre de focus là, puis voilà, elle te cale un coup non contrable. Et quand il y a deux ennemis, The
second te déboîte par derrière pendant que tu fais le malin avec le premier. Et l'esquive est utile, mais elle est punie sans pitié. L'attaque lourde, bon bah elle est souvent tankée, et la caméra, bah elle est collée au mur façon chewing-gum dès qu'un gros mob respire peut-être un peu trop près de toi. Et il n'y a même pas d'ailleurs de signal, hein, lorsqu'il y a des menaces hors écran, s'il y a effectivement un monstre qui se précipite vers toi, sans qu'il ne soit visible via la caméra, non. Donc l'angoisse, en fait, elle est remplacée par la myopie. Et l'apothéose, bah c'est la forme démon, l'espèce de Devil Trigger en kimono, c'est-à-dire que, voilà, dans les segments un peu oniriques du jeu, qui sont d'ailleurs clairement une allégorie du mariage, on en parlera un peu plus tard, eh bien l'héroïne, donc, spoiler, s'arrache un bras et se greffe une espèce de patte de renard géant, d'accord? Tu absorbes des âmes, tu deviens invincible pendant quelques secondes, et tu défonces tout ce qui bouge. C'est jouissif, mais bon, encore une fois, où se trouve le survival horror? Parce que l'horreur, en principe, c'est censé t'écraser. Là, c'est toi qui écrases les autres. T'es le rouleau compresseur. C'est quoi cette histoire? T'es devenu un kaiju ou c'est quoi le délire? Mais en plus, tu ne peux le faire que quand le scénario l'autorise. Quand t'es dans la ville, t'es fragile, mais durant les séquences un peu oniriques, un peu rêve, bah là, tu deviens une espèce de kaiju renard. En plus, voilà, on remerciera effectivement Miyamoto, les armes se cassent, merci Breath of the Wild. Les boss, il y en a à peine 3, ils foutent le seum. Et c'est absolument pas des boss qui te font peur, hein. C'est du Souls-like complètement. Bon bref, écoutez, je vais pas parler de la jouabilité 40 ans, c'est répétitif, la caméra est absolument infâme, l'esquive lag comme un camion, les attaques puissantes sont tankées quand même par pas mal de personnages, l'IA finit par te ghoster pendant que ta jauge de stamina part en vacances, c'est même plus de la difficulté, c'est du rembourrage. Encore une fois, ce n'est absolument pas du Silent Hill, même si bon, le remake de Silent Hill 2 commençait à lorgner un peu du côté Souls-like, mais c'était clairement pas à ce point-là. Déjà qu'il y avait encore des flingues, donc bon, le côté Souls-like était tout de même un peu, comment dire, contrôlé, quoi. Et voilà, il y avait un petit côté From Software, mais bon, c'était une sorte de gameplay hybride, alors que là, non, là, c'est terminé. Il n'y a plus d'hybride, c'est Souls-like du début jusqu'à la fin. Bon, maintenant, comment dire, rapprochons-nous un peu du sujet qui fâche, c'est-à-dire l'histoire, en parlant un peu de level design. Le level design, déjà, bon, écoutez, c'est une illusion d'open world, un peu. C'est pas un open world, mais la ville te fait un peu croire parfois que tu peux en explorer tous les recoins, mais en fait, bon, non, pas vraiment. C'est un train touristique, ni plus ni moins. Même lorsque t'as l'impression que t'es dans des espèces de labyrinthes, en fait, bon, tu finiras toujours où le jeu avait décidé que tu finisses depuis le début. Et souvent, on va te demander de massacrer tout le monde dans une section afin d'ouvrir la porte et de continuer le jeu. Voilà, ce qui, pour de l'horreur, a le même effet qu'un klaxon dans une bibliothèque. Ça n'a aucun sens, et l'horreur d'ailleurs, parlons-en, c'est trop lumineux. La brume est dense, mais la lumière est clinique, un peu comme dans un bloc opératoire qui aurait oublié d'être sinistre. Et quand c'est pas la caméra qui colle au placenta d'un monstre, full seum, bah c'est le HDR qui te borde et qui te dit que tout va bien. Et comme les ennemis sont peu variés, bah une fois que t'as compris, bah ils font plus peur, une fois que t'as saisi comment les gérer. L'horreur maintenant, ça devient une gestion de file d'attente. Voilà, c'est-à-dire que bon, allez, je prends le premier monstre, ensuite les deux autres, là ils font la queue, et vas-y, un contre chacun, et merci suivant. Et pourtant, comment dire, il y a quand même des bonnes séquences, les rizières dans le brouillard, le puzzle des épouvantails, tu avances, tu dois choisir le bon, et les autres peuvent s'animer si tu tournes le dos. C'est simple, c'est lisible, et c'est efficace. Tu sens un peu le danger à chaque pas, et oui, durant ces séquences-là, ton estomac peut se serrer. Comme quoi, avec 3 bouts de ficelle, on peut quand même effectivement arriver à quelque chose. À l'inverse, le puzzle de la boîte où il fallait penser japonais ou je sais pas quoi, bon, il a ce double défaut, c'est-à-dire indice flou, plus connaissance culturelle implicite du Japon. Résultat, bah tu cliques partout jusqu'à que ça passe, en fait, version escape game du dimanche. Et côté technique, bah oui, c'est l'Unreal Engine 5, et c'est au-dessus de la moyenne, effectivement, de ce que ce moteur a proposé, mais il y a pas mal, comment dire, de hockey en ville. Hein. Bon, c'est pas rédhibitoire, mais c'est juste suffisamment présent pour te rappeler que, oui, le moteur respire un peu comme un bulldog. Au niveau de la symbolique du bestiaire, parce que ça, c'est un peu, comment dire, une marque de fabrique de Silent Hill, tout particulièrement dans Silent Hill 2, mais là aussi, oui, en termes de subtilité, c'est pas fifou non plus. Hein. Bon, les mannequins, c'est les autres lycéens, d'accord? Les grands fils de fer agressifs, c'est les autres hommes, parce que les hommes, c'est méchant, on va en parler un peu plus tard. Le boucher obèse, c'est papa, et la matrice pustuleuse, c'est la maternité. Voilà, c'est très frontal, hein, comme un manuel scolaire. Hein. T'as pas besoin de déchiffrer, on te donne la correction avant l'énoncé. Et d'ailleurs, les boss suivent la même ligne claire. Hein. L'ami oublié, Sako, la rivale Ringo qui veut chou pendant que l'héroïne répète que de toute façon elle comptait pas sortir avec lui, mais bon, elle reste jalouse. Hein, voilà. Le cœur est en carton et la logique est en promo. Et à la fin, le fiancé des segments oniriques, hein, l'espèce de renard, l'espèce de kitsune, mais qui représente effectivement le thème très cher à ce jeu, c'est-à-dire l'identité de la femme qui se dissout lorsqu'elle se marie, d'accord? Bon, on n'est pas dans le sous-texte, on est dans du surtexte. Le texte est surligné. Et l'histoire, bon, on va commencer à en parler petit à petit. Donc, l'intrigue fonctionne sur 2 rails, d'accord? Le premier rail, c'est la ville. Donc, les souvenirs lycéens qui sointent de Hinako, les parents archétypaux avec son père alcoolo-violent et sa mère paillasson, et le deuxième rail, c'est le rêve, les séquences oniriques, l'allégorie, mariage, effacement de soi, le bras arraché, le renard greffé, la gravure au fer comme promesse nuptiale.
crucial, d'accord? Et la révélation qui réécrit tout, c'est-à-dire que tout ce que tu vois, c'est qu'un trip pharmaceutique d'une héroïne déjà adulte qui revisite ses années élèves en compressant sa rancœur. Voilà, super. Exactement ce que je critique dans la majorité de mes vidéos sur l'horreur moderne, voilà, le délire de ouais mais tout est un rêve en fait, tout est explicable et voilà, rien n'est réel et en fait c'est le trauma, c'est le deuil. Super. Je vous aiguillerai d'ailleurs sur mes vidéos sur l'horreur moderne. Et la cerise sur le gâteau, c'est que il y a un mariage IRL hein, qui se passe derrière, c'est-à-dire que Hinako est censée se marier en même temps. En fait, tout le jeu se passe dans sa tête alors qu'elle est censée être en train de se marier. Donc la meuf, donc elle bascule, elle devient dingue, et dans la mauvaise fin, celle que d'ailleurs tu te tapes obligatoirement à ton premier run, bah on comprend en fait qu'elle a massacré tout le monde durant sa fête de mariage, d'accord? Donc voilà, la salle de fête est devenue un abattoir. D'ailleurs pas besoin de munitions, hein. La logique scénaristique, c'est déjà de tirer une balle dans le pied. Le problème, encore une fois, c'est le dosage. Avec un tel postulat, tu pourrais partir en psyché un peu tordu, voilà, casser la narration, distordre la perception. Sauf que là, bon, le jeu flirte timidement avec ça dans la maison. Il y a 2-3 trucs sympathiques, mais ça revient au tap-tap et ça revient surtout à la leçon de symbolisme. C'est scolaire dans sa transgression. Et comme la protagoniste se révèle via ses journaux, égoïste, rancunière et moralisatrice, bah l'empathie se grippe un peu, quoi. Je sais pas, on regarde plus un procès verbal qu'un cauchemar intime, et le monstre final, c'est elle-même version renard enragé. Bonne idée sur le papier, mais le boss fight, voilà, c'est du Dark Souls, mais pas en blanc. Et ça tue toute ambiguïté. Et bon, voilà, on va arrêter donc de tourner autour du pot et on va parler donc du scénario et surtout du thème. Parce que oui, vous l'aurez compris, Silent Hill F a un discours, et pas forcément celui que tu viens chercher quand tu veux juste frissonner sous la pluie. Tout le scénario de ce jeu repose sur une allégorie claire, nette et précise. La jeune femme, donc Hinako, refuse de se marier, ou en tout cas a peur du mariage, elle veut pas devenir mère comme sa mère avant elle veut pas entrer dans le moule, d'accord? Et donc le mariage en tant qu'institution est montré dans Silent Hill F comme étant une mutilation. La maternité d'ailleurs est une monstruosité, et la famille c'est un trou noir d'abus. Voilà, super. Donc, pourquoi pas, mais le problème c'est que ce jeu est quand même commercialisé dans un Japon de 2025 où la natalité est à -0, et où on distribue des primes pour faire des bébés. C'est quand même, on va dire, un timing relativement, comment dire, savoureux. Ça a le goût du human cosmique. Comment dire, je trouve ça un peu bizarre quand même. Excusez-moi, on va certainement m'attraper par le callback. Écoutez, je ne suis pas complotiste, mais le fait que le jeu ait été effectivement développé par un studio chinois, qu'on voit parfois l'animosité entre les Japonais et les Chinois, je me demande si c'est pas, comment dire, une espèce d'opération des Chinois qui veulent détruire le peuple japonais. Limite, je me pose la question, parce que, bon, écoutez, je suis pas anti-woke, vraiment. Enfin, comment dire, je l'étais, il fut un temps, mais en 2025, faire de l'anti-wokisme, c'est un peu faire du recyclage encore pire que ma chaîne. Je veux dire, être anti-woke en 2015, c'était courageux. Sauf que maintenant, c'est mainstream. Tu enfonces des portes ouvertes et tout le monde est d'accord à l'heure d'aujourd'hui que la morale militante, LGBT, je sais pas quoi, voilà, progressiste, plaquée sur un jeu vidéo, c'est souvent aussi subtil qu'un marteau-piqueur dans une crèche. Là-dessus, je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord, hein. Bien sûr, il y a encore des réfractaires, mais bon, voilà. En principe, tu prends pas de risque quand tu dis ça dans une vidéo. D'ailleurs, même, c'est plus un tremplin. Hein. Les gens aiment beaucoup et t'as pas mal de vues quand tu fais ça. Bon. Mais là, c'est pas une question de gauche ou de droite. Parce qu'en général, encore une fois, j'évite de faire l'anti-woke parce que je trouve que c'est trop facile. Mais encore une fois, je trouve bizarre de sortir un jeu qui dit en substance ne te marie pas, fais pas d'enfants, tout ça c'est de la torture, quand ton pays se vide plus vite qu'une salle de Zumba en août. Je veux dire, je trouve ça bizarre. Je trouve que ça fait tâche. Et puis en plus, il y a le ton. Si encore le jeu assumait son côté critique, son côté je dénonce la pression sociale du mariage, pourquoi pas? Mais non, il s'enfonce dans le pathos de teenager, d'ado un peu rebelle, avec des métaphores charcutées. En mode, ouais, tu perds ton identité dans le mariage. Non mais ok, mais fallait-il littéralement s'arracher le bras, se coudre une patte de démon et battre son futur mari à mort? On dirait une dissertation écrite par une gothique en BTS, c'est quand même complexe. Et le vrai malaise, c'est que le jeu confond rébellion et nihilisme. Il critique pas la souffrance, il la romantise. Tu n'as pas une héroïne qui affronte ses traumas, t'as une héroïne qui les glorifie, elle détruit tout, elle tue tout. Et le jeu te dit presque, ouais bah bravo, t'as vaincu le patriarcat. Oh non mais c'est gentil, pourquoi pas, mais à la fin, t'as juste une nana sous acide qui a transformé son mariage en scène de massacre. Et t'es censé applaudir ça? Je veux dire, je sais pas, écoutez. Il y a quand même des films qui font ça avec de la nuance, comme Perfect Blue ou Requiem for a Dream. Sauf que Silent Hill F, lui, bah, il a préféré les Feux de l'amour version Dark Fantasy. Et pendant ce temps, bah, Konami laisse faire. Je sais pas, ce sont quand même les papas d'une série qui parlait autrefois de culpabilité, de refoulement, de foi, d'humanité abîmée. Sauf qu'ici, on a juste, bah écoutez, les hommes sont des monstres, les filles sont des victimes ou des folles, et les enfants, bah c'est des œufs qu'on éclate à coups de tuyau. Super, allez, à la prochaine. Vraiment, on a échangé, comment dire, la psychologie poisseuse de Silent Hill 2 contre un thread Twitter en 3D. Et le plus triste, c'est que le
jeu aurait pu être passionnant s'il assumait d'être une tragédie féminine. Si au lieu de crier, bon ben les hommes c'est le mal, il aurait pu dire, je sais pas, les traumas ça arrange tout, même l'amour. Mais non, il choisit la facilité, il choisit le manichéisme, la colère pure sans recul. Et le résultat c'est que c'est une œuvre à la fois rageuse et vide, comme une manif sans pancarte. Je veux dire, par exemple, comment dire, un film qui pour moi parle bien du mariage et des deux côtés, hein. C'est un film qu'on peut considérer comme étant progressiste. C'est un film qui, lorsqu'on le regarde, voilà, on peut voir midi à sa porte. On peut y voir en même temps une homélie progressiste, comme un brûlot masculiniste, je trouve. Et ce film-là, c'est Blue Valentine. Je trouve que c'est un film où tout le monde, plus ou moins, peut voir midi à sa porte, et voilà, c'est clairement beaucoup plus subtil. Sauf que là, écoutez, je ne sais pas, Silent Hill F, je ne sais pas, effectivement, ce jeu-là, en fait. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Désolé. Et après, vous allez me dire, est-ce que c'est un jeu féministe? En fait, même pas vraiment. C'est un jeu qui se rêve profond, mais qui ne fait que gratter la surface avec une cuillère à soupe. L'idéologie, encore une fois, c'est la cerise marketing sur un gâteau déjà mal cuit. Et quand un jeu Silent Hill te fait plus rire que frissonner, c'est que le cauchemar est ailleurs, et ce cauchemar, il s'appelle Konami. Et en conclusion, et on va arrêter la vidéo ici, parce que c'est quand même triste, Silent Hill 2 fait partie de mon top 10 de mes jeux préférés, donc forcément, voilà, j'aime Silent Hill, mais là, on est devant un chant du cygne version karaoké. C'est un jeu qui se veut subversif, et qui l'est parfois, là-dessus, y a pas de souci, mais il finit quand même par se saborder tout seul, à coup de discours creux, de gameplay en caoutchouc et de symbolisme taille XXL. C'est pas forcément un scandale politique, hein, je vais pas pousser des cris d'orfraie, encore une fois, mais pour moi c'est juste un rendez-vous manqué entre l'art et l'intelligence. En vrai, il y avait quelque chose à faire avec ce jeu-là. Et le vrai message finalement que moi je vais retenir, c'est celui-là. Silent Hill, c'est plus une ville maudite à l'heure d'aujourd'hui, c'est une franchise zombie. Et franchement, je crois qu'elle a assez souffert. C'est dommage parce que avec le remake de Silent Hill 2, je pensais vraiment qu'on allait revenir, voilà, à l'âge d'or de Silent Hill. Mais très honnêtement, quand je vois Silent Hill F, je commence effectivement à poser des questions. De toutes les manières, on verra bien, mais voilà, écoutez. Pour l'instant, voilà, je suis pas ultra optimiste. Bon, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé, quel est votre Silent Hill préféré, tout ça, prenez soin de vous, likez la vidéo si elle vous a plu. Alors voilà, la vidéo est terminée en espérant qu'elle vous ait plu. N'oubliez pas de vous abonner pour encourager la chaîne, et si vous voulez, effectivement, voilà, d'aventure, me soutenir davantage, jetez un œil à nos t-shirts et mugs disponibles dans la boutique. Vous pouvez aussi effectivement faire un petit don via Paypal, afin de soutenir financièrement la chaîne, car elle en a grand besoin. Voilà, petit coup de Patreon, petit coup de PDF si vous voulez effectivement vous jeter dans l'aventure YouTube, bref, quoi qu'il en soit, prenez soin de vous, et à la prochaine.